je suis très contente de faire votre connaissance, docteur Edith Marie-Jules. J'espère que je fais pas de d'erreur. Donc, vous C'est êtes docteur parfait. en géographie du genre, spécialisé dans les questions du genre, et vous avez fondé le bureau d'études La Robe, atelier recherche observatoire et égalité, à travers lequel vous développez des travaux de recherche et d'expertise portant sur la mise en œuvre concrète de l'égalité, notamment dans les cours d'école, les cours de récréation, donc les espaces de loisirs des enfants et des jeunes, ainsi que l'espace public. Est-ce que c'est correct? C'est parfait. Ah, C'est super. parfait, Soukaina. Donc ces recherches-là, vos recherches, elles s'inscrivent dans une démarche à la fois scientifique et une démarche opérationnelle. Donc c'est de la Ouais. recherche-action qui vise à analyser la manière dont les aménagements spatiaux participent à la production ou à la réduction des inégalités du genre dès le petit jeune âge, notamment chez les enfants. Donc on est à l'interface entre recherche, action publique et accompagnement des collectivités territoriales, ce qui contribue à la conception d'espaces plus inclusifs et égalitaires. Et vous êtes également membre actif du conseil scientifique de l'association Genre et Ville, c'est ça, où vous Mmh. participez à la réflexion collective sur les liens avec le genre, l'urbanisme et les politiques publiques. Et donc aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de vous avoir et d'avoir à découvrir un peu plus ce que vous faites. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour présenter vos travaux. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vais, partager un document. J'en profite, pour saluer tout le monde, pour vous remercier, de cette, belle invitation. Voilà, je trouve que c'est important d'avoir des moments où on échange et puis merci aussi de me laisser la place pour, présenter mes travaux et notre manière de travailler. Est-ce que vous avez bien le visuel de votre côté? Tout à fait. Mais c'est parfait, voilà. Donc je vous propose donc, de passer, alors un petit moment, peut-être que j'aurai pas le temps de tout vous dire, mais pour, vous présenter un petit peu de manière globale le travail qu'on fait et les résultats que ça produit. Donc, à travers, notamment, la mise en place de ces réflexions et de cet accompagnement sur les écoles, mais, qui disent aussi beaucoup, de la question de l'espace public, hein. J'essaierai de faire le lien, le plus possible, quand je le pourrai. Donc j'ai un petit, avant-propos d'avertissement, sur les PowerPoint, hein, comme c'est enregistré, mais vous le savez, voilà, ces travaux, ils sont riches et ils parlent aussi parce qu'ils représentent, des réalités de terrain, mais aussi des missions partagées avec des collectivités territoriales, avec des équipes et des enfants. Donc c'est de la propriété intellectuelle partagée, mais en soi, finalement, c'est la démarche, on va voir, qui est très importante et voilà, reproduire, enfin simplement, des images ou des mises en place qu'on fait, ça sera peut-être pas, voilà, le plus important, enfin le plus intéressant à faire. Alors juste pour vous présenter rapidement, le bureau d'études, nous sommes 3 actuellement. Donc moi qui suis, géographe, mais qui ai travaillé aussi pendant des années en territorial, hein. C'est pour ça que, ce bureau d'études finalement c'est une forme, de oui d'espace hybride, dans lequel on va mêler de l'expertise, de la connaissance des collectivités, des fonctionnements, aussi de la fonction publique territoriale et de la redistribution de l'argent public, hein. Moi je suis très attachée à ça, mais aussi, l'accompagnement disciplinaire, hein, le fait que je sois docteur en géographie, je travaille avec une designer sociale, Célia Ferrer, depuis le début quasiment de ce bureau d'études, hein, donc depuis, plus d'une dizaine d'années. Et puis, nous avons dans l'équipe Loane Skakni, qui a fait d'abord un contrat d'apprentissage, pendant 1 an avec nous et qui aujourd'hui a rejoint le bureau d'études et qui elle est, diplômée en STAPS égalitaire en EgalAPS à Lyon, heu et en fait, ces complémentarités vont nous permettre à la fois, d'avoir un regard croisé aussi générationnel, hein, on n'a pas le même âge, hein, toutes les 3, mais aussi sur les disciplinaires et en termes d'outils, d'accompagnement. Donc ce sur quoi on base, l'ensemble de notre travail et bon, qui va au-delà aussi, hein, de l'accompagnement terrain, hein, qui a aussi un volet de formation, un volet aussi de débat dans la société civile et cetera. Ça se base sur ce qu'on appelle des missions d'immersion
en fait, dans lesquels on va directement aller, se cogner au terrain ou en tout cas, oui, marcher le sol, travailler avec les populations, qui sont, l'objet finalement de l'usage de ces espaces, et en particulier là, les écoles. On va y passer du temps. Je vais vous montrer comment on observe, comment on amène aussi avec nous, les communautés éducatives, les adultes, hein, sur ces questions égalitaires, mais aussi les enfants, bien entendu. Et un volet aussi très particulier dans notre travail, qui je pense est, assez riche dans la recherche et qu'on a la chance de pouvoir faire, ce sont des expérimentations. C'est-à-dire que, sur une démarche assez classique, hein, qui est, diagnostic, préconisation, évaluation. Nous, on a une étape supplémentaire qui est ce qu'on appelle l'expérimentation, qui est la capacité finalement d'agir immédiatement, sur l'espace, de changer des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation dans la relation fille-garçon aussi, et de pouvoir immédiatement, d'abord en tester l'effet, c'est-à-dire se dire: «Beh, qu'est-ce que ça produit si on agit sur cette question-là?» Mais aussi, lever beaucoup de freins, et ça, c'est, vraiment important, parce que dans ces questions, de faire, égalité, il y a aussi, des freins psychologiques, des freins, hem, on va dire, philosophiques un peu aussi, mais aussi des freins pratiques quoi, en fait, en disant: «Oui, mais si je commence à changer ça, c'est trop compliqué, ça ne va pas marcher» et cetera. Donc du coup, on travaille comme ça. Alors avant de vous montrer ce que ça donne exactement et quels outils on utilise, hem, il faut bien, se rappeler que nous, enfin moi, quand je crée ce bureau d'études, le paradigme féministe, la question du genre, c'est mon cœur de métier, en fait. Donc je vais mettre au service de cette question-là, ma discipline, hein, la géographie, mais aussi mes connaissances en collectivité territoriale, hein, plus de 10 ans en fonction publique sur des postes d'évaluation, de coordination des politiques jeunesse. Et donc quand je crée ce bureau d'études, je veux absolument qu'on comprenne que si on veut travailler avec moi, on va travailler sur la question de l'égalité filles-garçons, sur la question du paradigme féministe, sur la question, de la transformation sociétale à travers finalement, l'étude, l'hypothèse, qui sont issues, de ces questions de genre. Donc la première chose qu'on fait, c'est d'abord définir, hein, donc on a 3 niveaux, hein, qu'on appelle comprendre, consentir et agir. Donc on va tout de suite amener avec nous, les adultes, mais les enfants aussi, on va le voir, sur la question de comprendre. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette question, de l'égalité filles-garçons? Qu'est-ce que c'est ce paradigme? Qu'est-ce que c'est ces questions de genre finalement? Et pour pouvoir aussi, consentir à ce que ça soit un sujet pour soi, hein, un sujet pour, son métier, un sujet pour la société. Et donc la 1re approche, c'est la question égalitaire. Et en fait, cette question, l'égalité, pourquoi c'est encore un sujet? Elle est hyper importante, parce que d'abord, c'est de l'argumentaire, hein. C'est des gens qui vous disent: «Bah, je comprends pas, on est à égalité, enfin, pourquoi on parle encore de ces questions d'égalité filles-garçons et femmes-hommes?» Aussi parce que, de fait, l'égalité, c'est un projet politique, c'est d'abord et surtout effectivement une égalité en droit. En fait, cette question de l'égalité, elle interroge profondément la question des droits chez nous. Et il force est de constater que, les filles et les garçons et les femmes et les hommes ont les mêmes droits, même si, ça a pris du temps et que ça a été déjà un premier chantier, hein, d'obtenir l'égalité, législative entre les femmes et les hommes, et c'est d'ailleurs un sujet intéressant à travailler avec les publics jeunes, hein. Est-ce que les femmes et les hommes ont toujours été égalité? Quels sont les types d'inégalités que vous connaissez? Est-ce que, les hommes ont été en situation inégalitaire par rapport aux femmes, hein, au niveau du droit, hein, je parle, et donc ça, c'est déjà un outil, en fait, un objet qu'on peut travailler quand on travaille l'espace égalitaire, cette notion, d'égalité, et juste à ce propos, on en parle dans le bouquin qu'on vient de sortir avec Célia, qui s'appelle «Faire société égale». La question de l'héritage, c'est-à-dire la capacité de comprendre qu'il y a eu des luttes, hein, pour que les femmes, soient à égalité avec les hommes dans le droit, et notamment, sur la question des violences, sur la question du droit parental, sur la question, de la parité, sur la question du sujet politique pour les femmes. On se rend compte que c'est très très fragile, en fait. Si encore aujourd'hui, quand on débat de ça, à l'école, la seule, à peu près unique chose que sont capables de dire les jeunes, c'est que, l'égalité, qui est reconnaissable en droit et qui a été obtenue, c'est celle, du droit de vote.
Donc ça pose aussi la question de l'héritage, quoi. C'est-à-dire d'être prêt aussi à comprendre que c'est des luttes, et qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors l'égalité, pourquoi c'est encore un sujet? Malgré une égalité en droit en France, Hem, j'ai choisi de l'illustrer par ces 2 verbatims, que je trouve, intéressants, qui sont donc, alors des enfants, des jeunes, un en seconde et un jeune garçon en seconde et une jeune fille en quatrième, des verbatims qu'on a récupérés sur nos terrains, l'année dernière. Donc ils sont pas dans la même classe, hein, mais qui se répondent. Ce garçon qui nous dit, «Bah, elles peuvent voter maintenant, donc ça avance bien, donc ça, c'est bien l'idée du droit, hein, donc il y a l'égalité en droit, donc c'est terminé, ce sujet n'existe plus». Et puis, sa camarade qui lui répond de manière virtuelle, «Au niveau des droits, en principe, on devrait avoir les mêmes, mais dans la réalité, c'est pas pareil» et en fait, c'est vraiment ça, qu'on a à régler sur la question égalitaire et alors pourquoi au niveau des droits, on devrait avoir les mêmes, mais dans la réalité, c'est pas pareil? Parce que très souvent et en particulier quand on attaque le sujet de la cour de récréation, on fait un lien direct entre le droit et la liberté, hein, qui est dans notre triptyque, hein, souvent on dit: «Bah, c'est à égalité», c'est-à-dire qu'on a mis en place, un dispositif, un équipement ou une politique publique, qui est ouverte à tous et toutes. S'il y a aucune fille, au centre de la cour de récréation qui joue au foot, s'il y a aucune fille, sur les tables de ping-pong, s'il y a aucune fille, sur, les city-stades, dans les espaces publics, le street workout, s'il y a aucune femme, ou très peu, qui sont dans les métiers de la tech et cetera, c'est que c'est l'expression de liberté, en fait. C'est-à-dire, c'est qu'elles veulent pas. Les filles, c'est pas au centre de la cour et ça joue pas au foot parce que ça n'aime pas ça et que ça ne veut pas jouer au foot. Sauf que entre la notion d'avoir le droit et de vouloir, qui reste une notion, fondamentale, hein, la question de la liberté est centrale, hein, dans ces questions-là. On oublie très souvent, la notion de pouvoir qui est le cœur, hein, de la question féministe et du paradigme, qui se base sur la question du genre. Le pouvoir au sens vraiment de l'empêchement, hein, c'est-à-dire que j'ai le droit de le faire, je veux le faire, mais je peux pas le faire et c'est dans ce «je peux pas le faire» que se trouve tout, la possibilité de faire société égalitaire, à la fois en travaillant les questions de domination, de légitimité, d'égale valeur, on va le voir, mais aussi, en renversant cette notion de pouvoir au sens de rendre possible. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais moi dans mon métier ou qu'est-ce que je mets en place, au niveau sociétal ou au niveau personnel pour rendre possible l'exercice d'une liberté dans une société de droit. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le définir. Donc là, on va passer très vite, hein, sur, ces notions, finalement, c'est quoi l'empêchement? Pourquoi on est empêché, de manière sociétale, de manière individuelle quand on est une fille, hein, plus empêché qu'un garçon? Qu'est-ce qui se joue, dans la non-mixité des espaces, «J'ai le droit, mais je peux pas le faire», et bien, c'est, profondément la question de la relation, faussée, hein, du miroir, hein, ce que Geneviève Fraisse a appelé, pas du tout Geneviève Fraisse, j'ai perdu son nom. L'anthropologue, Françoise Héritier, la balance différentielle des sexes, qui se joue sur 2 niveaux et c'est ce que je trouve vraiment intéressant parce que c'est encore une production sociétale extrêmement forte et qu'on voit directement quand on s'intéresse au monde de l'enfance. C'est la question de la construction d'une binarité absolue, c'est-à-dire, l'incapacité finalement sociétale à appréhender l'autre être humain, en dehors de cette case, en fait, es-tu dans la case fille ou es-tu dans la case garçon? Et ça, c'est hyper important d'en discuter avec les enfants. Par exemple, quand vous leur dites: «Comment tu sais que tu as une petite fille en face de toi ou un petit garçon en face de toi?» mais aussi avec les adultes, on verra, enfin, ça fait partie, nous, de notre formation, hein, comment vous distinguez les filles des garçons dans un panel en face de vous et donc c'est encore cette question de la tenue vestimentaire, hein, ce qu'on appelle, le stéréotype, vestimentaire.
vestimentaire en fait, qui se construit sur cette binarité physique. Comment on habille ou comment doit s'habiller une fille ou quels sont, l'espace vestimentaire des filles et l'espace vestimentaire des garçons. Notamment, avec cette question qui est, bah, comment tu sais que tu as une petite fille en face de toi? Ben là, les gamins vont vous dire: «Bah, les filles, ça a les cheveux longs, ça porte des chouchous, ça s'habille en rose, ça porte des robes, ça porte, des bracelets, des petites chaussures, des sacs à main» et cetera. Tout un panel d'artifices finalement, hein, sur le corps physique. Mais quand vous demandez, est-ce que comment tu sais que tu as un petit garçon en face de toi? Là, les enfants vont vous dire, «Ah ben les garçons, ça porte des pantalons». Bon, OK, très bien, mais les filles aussi, ça porte des pantalons en vrai. Les garçons, ça a les cheveux courts, oui, c'est vrai majoritairement, mais il peut y avoir des filles qui ont des cheveux courts aussi et tu sais que tu as une petite fille. Voilà, donc c'est tout c'est les garçons, ça porte des cravates, oui, mais pas en CP, ça a de la moustache, mais toujours pas en CP et cetera et finalement, on va se rendre compte que, la manière de distinguer les garçons dans notre société, de manière un peu intuitive, hein, c'est pas intuitif, c'est construit évidemment, mais immédiate, j'allais dire, c'est, ce qu'on appelle, se construire contre. C'est-à-dire que les garçons, c'est, ceux qui finalement ne portent pas de rose, ne portent pas de bijoux, ne portent pas de chouchous, voilà, ne portent pas, de bracelets, de vernis à ongles et cetera. Enfin, on peut le détailler, très longuement, hein, et ça reste très, très fort, hein, les chaussettes Parme, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons et cetera et en fait, se construire contre, c'est aussi, le cœur, de la non-mixité, à l'école, notamment dans les espaces, de jeux libres, hein, interstitiels, la cour de récréation, mais aussi manger ensemble à la cantine, se donner la main dans le rang et cetera. C'est que, bah, les garçons, c'est pas des filles, quoi et donc les filles disqualifient, infériorisent le jeu des garçons, et ils vont l'exprimer très vite, dans une double imperméabilité, le fait de ne pas prendre les filles avec eux, dans leur jeu, mais aussi le fait de ne pas aller, dans le jeu des filles, quoi. Donc, cette question de la tenue vestimentaire, donc, qui est un outil, hein, de la binarité absolue et du genre, elle se traduit évidemment par un vêtement social, hein, qui est bien illustré ici par, ce qu'on appelle les adjectifs du corps, hein, donc des adjectifs de décoration sur les corps des filles, hein. Les filles sont là pour décorer, heu, mais aussi, des adjectifs, du prendre soin, enfin, amoureuse, mignonne, belle, élégante et cetera. Du côté des garçons, hein, le miroir et la légitimité, sur la question de la valeur sociétale, notamment donc le courage, la vaillance et cetera. On connaît, tous et toutes ça, mais notamment une notion centrale dans notre travail qui est la notion de force, en fait et cette notion de force, c'est celle qui va guider tout notre travail, et à la fois avec les adultes, à la fois les enfants, pour pouvoir renverser, ce rapport de force, mais aussi sortir de la notion de «c'est les plus forts», qui finalement, sont les plus légitimés. La force au sens aussi, hem, de la force de compétence et ça, c'est très important puisque, finalement, ce qu'on va essentialiser dans les rapports sociaux de sexe en disant que les garçons sont plus forts que les filles, hein, ce qu'on entend encore aujourd'hui, ce qu'on construit aussi, hein, dans la politique sportive, hein, le sport très vite, est très peu mixte de toute façon. Il y a des sports de filles et des sports de garçons, mais en plus, le jeu ensemble, se délite enfin, n'existe plus à partir, d'une dizaine d'années, dans les clubs, sous prétexte que les garçons, sont plus forts que les filles, hein. L'ensemble de leur corps social constitué, les garçons contre toutes les filles. Il n'y a aucune nuance, mais au final, ce qu'elles entendent et ce qu'elles vont subir, de manière alors elles et les autres garçons, hein, bon, j'en ai pas parlé, mais il y aura enfin, vous aurez peut-être un questionnement là-dessus, mais évidemment, c'est certains garçons, hein, c'est la force de la compétence de ce que doit être un vrai garçon. Et bien, finalement, ce qu'elles vont subir, c'est ce qu'on appelle de la disqualification d'office. Elles vont pas entendre, «Tu joues pas avec nous parce que tu es faible», ou parce que tu as moins de musculature physique que nous, mais «Tu joues pas avec nous parce que tu es nul» et être nul, c'est vraiment, la question de la
compétence, de la capacité à faire, si bien que parfois, lorsqu'on va les remettre ou leur laisser des situations privilégiées sur ces espaces, de jeu des garçons, elles n'iront pas et elles diront: «Je veux pas madame, j'ai peur d'être nulle, j'ai honte». Voilà. Donc cette notion d'égalité, elle se joue dans la perméabilité du monde des garçons au monde des filles et avec 2 objectifs, notamment le premier, faire des filles un sujet légitime, un sujet de valeur, à l'espace, que ça soit un espace de cours, un espace sociétal ou un espace public, notamment en sortant de tous les carcans qui sont, les petits jeux de filles, par exemple, à la cour de récréation, ce qu'on entend encore aujourd'hui, donc ça disqualifie leurs jeux, hein. Leurs jeux sont petits, n'ont pas d'intérêt. Ça a pour effet aussi, de ne pas l'organiser et quand on n'organise pas un jeu, non seulement il peut jamais devenir grand, c'est-à-dire je peux pas avoir la place, ou dire: «Je suis force de proposition donc venez avec moi», ce qui fait qu'on va trouver très peu d'espace où il y a 10 filles ou 15 filles, qui sont ensemble en train de proposer, une force, un sujet de jeu, pour les autres et ça a aussi pour effet que, finalement elles ne sont pas accompagnées dans leur jeu. C'est la place de l'adulte là qui est centrale, faire valoir le jeu des filles, le rendre légitime, c'est, qu'un adulte, l'organise. Voilà. Les garçons, ils ont la double légitimité d'avoir de la place, parfois 80 de l'espace, un corps social constitué, des garçons qui jouent 10, 15, 20, toujours les mêmes, qui occupent un espace sonore, un espace physique, mais qui en plus demandent de la surveillance d'adultes. Ce qui fait que le jeu est forcément intéressant puisqu'il y a un adulte, il faut le surveiller, qu'est-ce qui se passe, et cetera, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on va aussi traiter dans la cour de récréation. Donc ça a des conséquences, hein, donc c'est toujours ces fameux verbatim, qu'on a, sur le terrain, hein, donc il y a un monde entre celui des filles et des garçons que les garçons ne peuvent pas franchir. Donc ça, c'est une fille qui est en terminale qui nous dit ça. Les filles savent que, les garçons, heu, rejettent aussi ce qu'elles portent, hein, donc encore en miroir, on va avoir ce garçon qui nous dit: «Mais moi, je vais rester avec mes potes, je vais pas aller avec les filles parce que je suis pas une fille». Et donc cette phrase, qu'on va entendre souvent, qui est, «J'ai peur d'être traitée de fille, madame, si je mange avec une fille à la cantine, si je lui donne la main dans le rang ou si je vais jouer à la corde à sauter». C'est bien cette question de l'insulte, hein, pour un garçon, c'est d'être traité de fille. L'inverse n'est jamais vrai et n'a jamais été prononcé, nous, depuis, plus de 10 ans qu'on travaille sur ces sujets dans les classes, hein, que ça soit en élémentaire, en collège ou au lycée. Donc on a bien aussi à résoudre cette question-là. Donc on veut pas embêter les garçons, on ne sait pas où se mettre. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'impossibilité d'exprimer une liberté, hein, dans un espace inégalitaire. En fait, mon corps est déjà contraint, je dois réfléchir à la place que je prends pour pas gêner les garçons, hein, ce qu'on entend souvent. Donc ils, les garçons, disent que les filles sont nulles, ça on l'a vu. Donc je passe, rapidement, je vais me donner à peu près jusqu'à, 15 heures, hein, si vous êtes d'accord, ou moins le quart, pour qu'on puisse discuter après. Donc, tout ça, la première, dans cette question, pourquoi est-ce qu'on parle encore d'égalité? C'est parce qu'il n'y a pas d'égale liberté, hein, clairement. Il n'y a pas, de possibilité, d'égale valeur pour les filles aujourd'hui dans un système qui produit, cette question de la binarité, de la hiérarchie. Mais on parle encore d'égalité parce qu'il y a des inégalités objectives. Je crois que s'il faut vraiment se dire qu'on ne peut pas, passer, cette question, de l'égalité tant qu'on constate encore, ce qu'on appelle l'anomalie statistique, dans les grands champs, de la vie sociale, ce qu'on a appelé et que je trouve encore intéressant moi, qui est la condition des femmes. Alors évidemment pas toutes les femmes, mais quand même leur corps social global, subit des anomalies statistiques, que ça soit en termes de pauvreté, on va le voir, d'accès, à des espaces de loisirs, mais bien sûr sur la question des violences. Et donc une des premières, un des premiers impacts de ce système, hein, j'allais dire, ou déficiences, hein, ou de performance du genre, c'est que le sexisme et l'homophobie sont extrêmement liés. Hem et sont des causes de violence, énormes, hein, voilà, que ça soit, dès l'enfance, mais plus tard aussi après. Et ce sexisme et cette homophobie, sont basés sur ces premières, identifications,
d'individus, hein, ce qu'on appelle l'identité d'appartenance, avec notamment cette question de la tenue vestimentaire et c'est intéressant de renverser cette question des corps, hein. Un corps décor pour les filles, un de décor de décorer, heu ce corps, fort ou ce corps, actif des garçons, notamment dans la question, aussi de la sexualité, parce que très vite, quand on travaille sur les propos d'insultes, on va se rendre compte, d'une première chose d'abord, c'est que, les insultes qu'on adresse aux garçons ne sont pas le masculin des insultes qu'on adresse aux filles et que les champs lexicaux sont collés à la question, de qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon et comment s'habille une fille et comment, voilà, doit se tenir un garçon. Qui est, le champ lexical, de la sexualité, débridée des filles en termes d'insultes et le champ lexical de homophobe, pour les garçons, 1 sur 10 sur 11 insultes, 10 sont homophobes. Et la dernière, est, sexiste et raciste puisque c'est bâtard. Voilà et ensuite, ce rejet finalement de l'homosexualité masculine, il est intéressant à regarder chez les jeunes parce que, ce qu'on traduit par homophobie, c'est quelque chose de très particulier quand même, parce que, c'est pas une phobie comme les autres. Quand on est arachnophobe, je sais pas, islamophobe, cathophobe, tout ce que vous voulez, on a peur de quelque chose qui nous est étranger a priori, hein, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas nous. Hem, Lorsque on parle d'homophobie, chez les jeunes garçons, c'est la peur d'être traité d'homosexuel, qu'on le soit ou pas, hein, ce qui, est une souffrance, extrême et qui montre vraiment, comment on tient un système sur, quelque chose, de d'atroce, quoi et puis, voilà et donc ça se traduit aussi, là aussi, directement, hein, par des verbatim. Être ami avec une fille, ça veut dire être gay. Le pire du pire, c'est d'être traité de gay. Donc c'était l'année dernière qu'on a eu, cette réflexion sur un garçon de 5e. Donc quand on est, enfant, on a peur d'être traité de fille quand on est un garçon et quand on est adolescent, on a peur d'être traité, d'homosexuel et ça permet de tenir l'imperméabilité des mondes. Qu'est-ce qu'on a à faire avec une fille quand on est un garçon? Si ce n'est pour la draguer ou la séduire ou l'insulter éventuellement. Mais en tout cas, pas de perméabilité, et ça, c'est un interdit à l'amitié qui est très fort et ce qu'on va le plus travailler avec nous, c'est les interroger sur cette notion d'amitié. Est-ce que c'est important d'être amis, filles et garçons, de passer du temps ensemble? Et aussi interroger les adultes, est-ce que votre projet, c'est celui-là? Est-ce que votre projet, c'est que les enfants et les jeunes, ils se fassent des souvenirs ensemble? Qu'ils se rappellent quand ils étaient enfants, qu'ils ont joué ensemble, qu'ils ont dessiné ensemble, qu'ils ont gagné ensemble, qu'ils ont perdu ensemble, qu'ils ont eu des choses à se dire, quoi? Donc faut pas abuser sur la taille des jupes. Si c'est en haut des genoux, ça va, au milieu des cuisses, non. Donc ça, c'est un gros dossier, j'en parlerai pas là, mais qu'on travaille nous, quand on est en collège notamment, mais aussi en lycée sur ce qu'on appelle le règlement intérieur. Donc on va interroger les adultes, on a interrogé l'éducation nationale aussi sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces injonctions aux tenues vestimentaires des filles? Qu'est-ce qu'on signifie? Qu'est-ce qu'on produit comme système oppressant et de violence sur le corps des filles? Est-ce qu'on est capable de le réguler? Est-ce qu'on est capable de le sanctionner? Est-ce qu'on est capable d'avoir une attitude collective juste par rapport à ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on attend quand on fait ça, quoi? Voilà. La question de l'anomalie statistique, évidemment, dans les pratiques sportives, hein, on le connaît, tous et toutes, mais je trouve que c'est important parce que quand on dit, «Oui, le foot, tout le monde peut y jouer», quand on fait jouer le foot au centre de la cour sans l'interroger, hein, sur 12 récréations, par exemple, hein, toute la semaine, et qu'on ne voit pas que ce qui est mis en scène, c'est la force de ceux qui savent jouer, hein, les enfants, les garçons qui jouent au foot dans une cour de récréation sont ceux qui savent jouer, hein, qui font du foot en dehors de l'école. C'est les plus grands d'entre eux aussi, c'est pas les petits. Et c'est ceux qui jouent, enfin qui répètent des entraînements pour jouer leur match, le dimanche. Donc enfin, en tout cas qui se mettre en performance individuelle, c'est sûr, parce que c'est pas non plus un match, quand ils jouent au foot. Quand on dit: «Oui, beh, les filles, elles sont à égalité pour jouer, si elles viennent pas, c'est qu'elles veulent pas», elles sont que 9 de licenciés en football, ce qui est très faible, hein. Donc ça fait pas de mixité, hein. Quoi qu'il arrive, même aux petits, quand vous dites, c'est mixte jusqu'à 10 ans le foot, bon non, enfin, la mixité, c'est un rapport de 60 pour 40, donc rien ne marche dans cette histoire. Mais en plus, très peu d'entre elles sont fortes au sens qu'elles ont la compétence, qu'on pourrait,
attendre d'elles, hein, savoir jouer au foot, très peu dans une école et elles sont en infériorité, donc elles seront jamais choisies et donc évidemment 91 des filles ne sont pas en situation de force, pour être au centre de la cour et jouer au football. Par contre, elles sont fortes en gym, hein, puisque c'est là où elles sont le plus licenciées, elles sont fortes en danse et cetera, bon voilà. Donc c'est pas innocent en fait, hein. Cette notion du sujet des filles avec leurs propres forces, et c'est ce qu'on va faire par exemple, on centrera la danse au centre de la cour de récréation ou la gymnastique, hein. Souvent nous on entend, «Oui, beh, la gym c'est trop dangereux». Bon, si on compare avec une pratique, de foot, de course, hyper rapide, de non-régulation d'espace de jeu, on voit qu'il y a beaucoup c'est beaucoup plus accidentogène. Ensuite, le renoncement à l'activité physique, hein, derrière se cache aussi un droit fondamental qui est le droit à la santé chez les filles. Le fait de ne pas pouvoir courir dès que vous avez 7 ans, pour la majorité d'entre elles, d'être reléguées dans leur qualification, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu peux savoir le faire. Au final, ça fait des corps qui ne bougent plus, qui ne sont plus en dynamique et qui souffrent en fait. Voilà. Alors certains disent que les sports sont que pour les garçons, que pour les filles. Pourquoi les garçons ne font-ils pas de Zumba? Parce qu'ils vont se faire juger, parce qu'ils ont peur du jugement. Ça peut insulter de gays. Ce week-end, j'ai vu de la Zumba, un garçon danser seul au milieu, j'ai trouvé qu'il était courageux, qu'il n'avait pas peur. Et c'est beau de renverser la notion de courage aussi, c'est-à-dire que là, cet élève nous dit que pour lui, le courage ou pour elle, c'est un garçon qui est dans le monde des filles. C'est une prise de risque. Ensuite, là, je vous montre 2 dessins qui est un outil qu'on utilise aussi, hein. Je vais essayer d'accélérer, hein. C'est important l'outil du dessin parce que c'est quasiment le seul, outil qu'on a, d'objectivation subjective. C'est-à-dire que l'enfant peut se positionner seul et dessiner sa cour, y montrer la dimension de ce que ça prend dans sa tête aussi. Moi, je trouve ça super important à chaque fois. La place que ça prend dans ma tête, un terrain de foot, mon espace à moi, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit? L'endroit où je suis. Le dessin, il permet, de voir les mobilités, de voir les amitiés mixtes ou non mixtes, hem et puis de voir aussi avec qui on est et les endroits qu'on aime. Ces 2 dessins, ils ont été faits en CM2 l'année dernière dans une école élémentaire. Celui du haut, c'est une fille qui dessine, celui du bas, c'est un garçon. Elle se dessine sous le préau, avec ses 2 amis. Et donc elle se déplace sous le préau et puis des fois elle va au grand arbre sous le grand, saule pleureur. Et je leur demande sur leur dessin, «Est-ce qu'il y a des endroits où tu vois beaucoup de garçons, des endroits où tu vois beaucoup de filles?» Donc elles ne voient pas forcément d'endroit où il y a beaucoup de filles, elles voient dans un endroit où il y a beaucoup de garçons, c'est sur le terrain de foot. Et l'endroit qu'elle déteste, c'est l'endroit où il y a les garçons. L'endroit qu'elle aime, c'est celui où elle est. En bas, c'est un garçon qui dessine. Alors lui, c'est drôle parce que c'est la même cour, mais pour lui, dans sa tête, son terrain, il prend vachement de place, en fait. Quand il joue, il a l'impression d'occuper, la moitié de la cour, voilà, il est concentré là-dessus. Donc lui aussi, ses amitiés sont avec simplement des garçons. Il sait bien que les filles, elles sont sous le préau. C'est l'endroit qu'il déteste, l'endroit des filles et l'endroit qu'il aime, c'est l'endroit, où il est lui avec, ses amis. Ensuite, évidemment, ça a des conséquences à l'espace public, hein. Dès enfant, quand vous apprenez à restreindre votre corps, à pas gêner, à pas passer, à rester sur les bords, mais que vous apprenez pas non plus à négocier parce que finalement un espace égalitaire, c'est un espace de négociation, hein, un espace où, j'ai le droit, tu as le droit, donc qu'est-ce qu'on va faire de ça? La notion de l'égalité, elle se travaille aussi dans la relation, enfin surtout dans la relation, on n'est pas égal à soi-même. C'est pas virtuel pour un enfant ni pour nous, c'est une quotidienneté, l'égalité et ben, finalement, on va, se restreindre et on va, voilà, enfin travailler au biais, finalement de genre et sexiste auquel on est confronté tous les jours et ce garçon va traduire ça en nous disant: «On est plus libre qu'une fille» et ça, c'est vraiment pour moi hyper important. Le cœur de l'inégale liberté, des filles et des femmes, dans notre société en France, liée à cette notion de droit, notamment quand elles disent: «Nous, on n'a pas le droit de sortir, nous, on n'a pas le droit, de jouer au foot, nous, on n'a pas le droit, nous, on n'a pas le droit» et cetera. Elles traduisent ça: «On est moins libre».
La question des orientations, on le connaît, redire aussi qu'il y a une grosse carence d'éducation, à l'EVARS, voilà, mais ça on le sait, mais c'est important de le redire. La question, de l'inscription des rôles genrés, chez les jeunes, hein. Les femmes pensent qu'on attend d'elles qu'elles aient des enfants, donc bon, ben, voilà. Les hommes, pensent qu'on s'acharne sur eux quand on parle d'égalité ou de relations filles-garçons. La question des violences, on l'a dit, voilà. Donc la question du masculinisme aussi, qu'est-ce qu'être un vrai garçon? Nous, on est des crapules, on est viril, etc. La question des violences, c'est l'anomalie statistique, hein. Nous, avec les plus grands d'entre eux, donc là, on est en seconde carrosserie dans un lycée à Montauban et je les fais travailler sur des chiffres. J'ai que des garçons, et je leur demande de lire à voix haute, les feuilles sur lesquelles ils sont tombés et de débattre de ça entre eux. Donc l'anomalie statistique nous fait dire qu'il y a une construction, hein, il y a une structuration de la relation, de l'absence de relation ou des violences entre les filles et les garçons dès l'enfance, d'ailleurs qui viennent de l'absence de relation. C'est notre hypothèse centrale, c'est parce que on ne joue pas ensemble, on n'est pas perméable au monde de l'autre, qu'on crée des fantasmes sur les mondes sociaux, que plus tard, se génèrent des violences, et que donc, il faut agir sur les 2 plans, la relation pour agir sur la question de la construction de la vulnérabilité sociale chez les filles et les femmes, et sur, la construction de l'agression chez les garçons et à l'issue de ce débat, il y a un, garçon qui dit, Si les femmes étaient plus fortes physiquement, ce serait elles qui agresseraient». Donc là, on est vraiment sur le renversement, hein, sur cette idée du sexisme à l'envers ou que de toute façon, c'est comme ça parce que, les femmes n'ont pas de force. On revient à la notion de force, hein, mais sous l'angle de la force physique et son camarade lui répond: «C'est faux puisqu'on les drogue». Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ce type de débat avec les plus grands d'entre eux. Donc ensuite, les conséquences directes, je passe vite là-dessus, sur évidemment, mais quand même, hein, s'intéresser à la question de l'égalité femmes-hommes et à l'égal, accès aux droits pour les femmes, c'est quand même travailler les questions fondamentales, sociétales qui sont, les notions de pauvreté, d'articulation des temps sociaux, d'inégale, rémunération, de métiers, d'inégale valeur, du prendre soin et cetera et cetera. Donc comment on travaille? Je passe vite là-dessus, mais si vous avez des questions sur les outils, on en discutera après. D'abord, il faut refaire ce travail d'objectivation sociale. C'est-à-dire que dans ce sujet et d'ailleurs, c'est ce que disait Geneviève Fraisse et c'était intéressant que, à l'évidence, la mixité, c'est une forme d'évidence pour nous. C'est-à-dire que oui, il y a des femmes et des hommes à l'espace public. Si on prend une école, par exemple, travailler sur la notion de mixité, au départ, c'est super compliqué parce que un seul espace, hein, c'est le seul espace dans la vie humaine école élémentaire et collège, où vous êtes enfermé avec l'autre corps, social de sexe. Vous êtes obligé d'être avec, les autres, en fait, l'autre corps. Des filles et garçons sont enfermés. Donc constater, ou poser, interroger la question de la relation dans un endroit où on est enfermé, obligé d'être ensemble, au début, c'est interrogatif, quoi. C'est-à-dire que mais finalement, quand on compte, quand on observe, quand on regarde, on se rend compte que, ben, les filles et les garçons jouent pas ensemble, que des violences de genre se jouent à la fois l'absence et les relations possibles, dans les propos d'insultes, mais hem, que, aussi, faire jeu ensemble et faire jeu égal filles et garçons, c'est anecdotique, quoi. Et ça, c'est important parce que ça permet de faire un projet commun avec les adultes. Dire: «OK, on ne te dit pas qu'il faut qu'ils soient tout le temps ensemble, on te dit: «Est-ce que c'est important de créer des espaces dans lesquels ils peuvent être ensemble, filles et garçons?» En fait, où on protège cette relation-là, parce qu'aujourd'hui, la norme, c'est de se séparer, en fait. Voilà. C'est les anniversaires non mixtes en CE2, c'est tout ce qu'on vient de voir, avant et cet interdit à l'amitié. Donc on va travailler sur la ressource, sur des balades avec eux, avec elles et les outils, nous, de l'école, sont d'abord, ce qu'on appelle des face à face pédagogiques, c'est-à-dire qu'avant toute action sur l'espace et avant quoi que ce soit, bon, nous, bien sûr, on observe, on compte, on regarde les récréations, on regarde comment ils se mettent en rang, et cetera. Mais quand on travaille avec les enfants et les adultes sont à côté de nous, on les fait débattre sur des notions fondamentales, et qui sont pas, «Qu'est-ce que tu veux à la cour de récréation?» mais «Les garçons sont plus forts que les filles, débattons-en». Les filles et les garçons sont à égalité à la récré. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'est-ce que ça représente? C'est vrai, c'est pas vrai? Débattons-en et c'est important de passer du temps ensemble, filles et garçons. Voilà. Ces 3 phrases, en fait, elles sont centrales à débattre
et après on descendra sur le terrain, on va regarder les espaces, on va voir avec eux s'ils y vont, s'ils y vont pas, s'ils ont le droit, s'ils aiment pas, et cetera, voilà. Et puis on va leur faire travailler ces fameux dessins, j'en ai parlé, hein, pour les dessins, ça permet de mesurer à quel point il est impossible pour les enfants ou rarement possible de constituer, enfin de voir des filles comme un corps social constitué, c'est-à-dire des endroits où il y a beaucoup de filles, sauf aux toilettes, hein, ce qui est un vrai problème et qui nous permettra de travailler aussi sur ces espaces-là. Donc, je l'ai dit, hein, les observations, ça, c'est un carnet, hein, que remplissent, par exemple, des enfants. On les met aussi en position de chercheur ou de chercheuse ou d'observation des espaces. Donc il est 12h10, donc les zones, elles sont, distinguées, hein, si c'est le terrain de foot, enfin, on a travaillé avec eux ça. Donc je vois 7 filles et 7 garçons, ils marchent et ils discutent. Voilà, à 12h, j'observe la zone B, donc c'est les tables de ping-pong. Il y a 15 garçons et une seule fille. Ils jouent au ping-pong, voilà, donc assis sur les bancs, elles parlent, ils marchent, ils parlent, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont ensemble? Donc les dessins d'enfants pour voir, bah, le degré de mixité, de non-mixité, là où on met les filles, là où sont les garçons, enfin ils sont celui-là en haut à gauche, on voit très bien les garçons au centre, de la cour et les filles qui sont tout autour, en fait. Voilà, les espaces des filles qui sont les toilettes, les bancs et cetera, les périphéries, et puis, les explications, sur la question de la non-mixité, hein, comment leur relation est faussée, comment on peut les aider pour arriver à ça. On en a parlé, la notion de force qui est discutée en classe. Donc pourquoi? Parce que là, on va tirer la notion de petit et de grand, la notion de force de capacité, la notion de force des filles, la notion de force relative, et cetera, pour arriver, finalement au bout de l'histoire, de dire: «Oui, OK, in fine, il y a peut-être, 2 ou 3 garçons, qui sont plus forts que tous les autres finalement, hein, que les autres garçons aussi». Parce que cette notion des garçons sont plus forts, ça voudrait dire que les garçons entre eux sont à égale force, ce qui est aussi une forme de violence, puisque c'est faux. Voilà, la question des petits et des grands, donc ça, c'est intéressant. Donc, la question de la cour, est-ce qu'on est à égalité? C'est redire la question du droit avec le règlement intérieur. Qu'est-ce qui peut exclure? Qu'est-ce qui doit inclure? Comment on partage? Comment on joue ensemble quand on est à inégale force, et cetera. Voilà, donc j'aime pas les jeux de fifi, j'ai jamais vu de ma vie des filles jouer au foot à la télé. Enfin bon, c'est tous les stéréotypes finalement qui sont prégnants et qu'on doit débattre, en classe avec eux. La notion, les filles et les garçons passent du temps ensemble et jouent ensemble. Donc là, c'est la question de l'injonction à l'hétéronormativité, l'impossibilité, pour nous et pour eux, ou pour une grande majorité de la société, de projeter une amitié fille-garçon, en dehors d'une relation de désir, et cetera. Donc là, on va travailler des outils qu'on appelle, nous, de grands groupes. Comment des filles et des garçons peuvent jouer ensemble et notamment, on aura travaillé beaucoup les assises. C'est-à-dire qu'on se rend compte, c'est une difficulté, une fille et un garçon qui se parlent, pour X raisons, puisqu'ils subissent tout ça. Donc on va travailler à la cour ce qu'on appelle des assises, de dos, des possibilités de se parler, de bord, d'être sur de l'arrondi, et cetera. Donc je passe vite, mais voilà, et c'est ce qu'on va tester. Heu, voilà, bon, la question, de l'expérience, centrale aussi, des adolescentes et des femmes, voilà, de faire de son corps un jeu, hein. Bon, je passe, mais on voit bien que, là aussi, c'est de la mise en scène d'une force que rien n'est neutre quand on installe du street workout, du foot, des city stades, des boulodromes à l'espace public. Il y a aucune neutralité, et c'est bien la mise en scène de la force. Ensuite, on va travailler sur 10 grands principes d'aménagement égalitaire qui s'appuient sur ces questions du système, hein, l'égale valeur des pratiques, la coveillance, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais on pourra peut-être en parler. Et ensuite, on va tout de suite changer les choses. Donc, on va organiser des espaces où les filles font sujet de l'espace, où on casse la notion de force au sens de performance. On va ouvrir les possibles, hein, faire société, c'est aussi discuter ensemble, c'est aussi avoir des espaces calmes, se montrer des livres, c'est chuchoter, voilà, c'est, dessiner ensemble, et puis sur les espaces de jeux collectifs, on va travailler avec le hasard, on va travailler sur des jeux qu'ils connaissent moins, qui vont construire ensemble. Donc, voilà, donc, là, on travaille aussi quand on travaille sur les écoles, sur les parvis, hein, puisqu'il y a la question aussi, des mères, sur la question, des mères au sens, des femmes, hein, des femmes parentes. Sur les parvis, comment elles font sociabilité, comment elles peuvent aussi, elles, avoir des espaces à elles autour de l'école. Enfin bref, ça aussi on pourra en discuter. Donc voilà, ça donne des formes, de verbes d'action: sauter, courir, grimper, hem
les espaces dynamiques, donc on va, travailler sur, la grande notion qui est le play versus le game. Heureusement, en anglais, on a 2 termes, jouer et gagner, en fait, on peut dire ça comme ça, hein, et jouer pour gagner. Donc qu'est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Donc on va travailler sur le parcours, on va travailler sur l'imagination, on va travailler sur l'imitation. Voilà. Là, on aura mis en place, des animations, donc qu'a travaillé Loane, sur la question du ludique. Là, en fait, on va prendre comme population cible sur ce collège, en fait, les enfants qui font pas de sport. Donc où on sait que, ceux qui vont pas à l'UNSS entre midi et 2, ceux qui ont des complexes, ceux qui ont des formes de handicap aussi, qui les empêchent d'être dans une activité dynamique, et on va jouer sur la notion d'amusement, de rigolade. On va faire des séquences d'1/4 d'heure simplement pour pas qu'ils se sentent, voilà, enfermés à être une demi heure dans une pratique ou 1 heure ou 3/4 d'heure dans une pratique performante. Mais on va travailler autrement sur de la collaboration et cetera. Donc tout ça, on l'a testé, hein. Ça donne des résultats hyper intéressants. Donc jouer autrement, partager les espaces avec les adultes aussi. Bon, on n'en a pas parlé, mais on travaille beaucoup sur la question du jeu adulte, quand c'est qu'on s'arrête de jouer, quand c'est qu'on peut continuer à jouer. Évidemment, la place de la culture, à l'espace de cours et à l'espace public. La culture orientée, hein, thème de la semaine, l'amitié filles-garçons. Mais là, c'est simple, hein, on a réhabilité des craies, enfin voilà, et c'était, très intéressant. Une place à elle, donc entendre les besoins des filles et les sujets. «Madame, je veux ça, j'aimerais faire ça, je voudrais faire ça», donc et voilà, et ça, on va l'organiser à l'espace de cours, et donc du coup, on voit bien que si on les fait danser, alors là, on avait travaillé aussi sur des notions de dedans, dehors, j'irai un peu vite, mais bon, c'est aussi très important, hein. Ce qui se passe aussi, c'est que les filles, elles peuvent avoir des espaces à elles, des fois, mais comme les femmes d'ailleurs, mais c'est dedans. Donc dedans, ça confidentialise ce qu'elles font, ça empêche les garçons de rentrer parce qu'il faut s'enfermer avec des filles, il faut passer la porte, et cetera. Ça pose un problème aussi, d'animateurs et d'animatrices, finalement qui coveillent pas tout un espace de cours. Donc s'il fait beau pour jouer au foot, s'il fait beau, pour que les garçons courent, il faut beau pour que les filles dansent, pour qu'elles fassent perles, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup travailler. On le voit là, hein. Là, elles sont dedans, elles sont 10 à faire art plastique. On installe l'activité art plastique dehors, ben c'est tout de suite mixte, et puis, il va y avoir de la mobilité, on le voit en bas aussi, ils sont très nombreux et nombreuses, le médian du jeu, et cetera. Au lieu de le faire dedans, on le fait dehors, on n'est pas enfermé, on peut passer. Créer sur voilà, travailler sur des espaces aussi d'imitation, recréer un foyer, par exemple dans une cour de récréation avec des toilettes, enfin, le salon, la salle à manger, la salle de la cuisine, et cetera. L'espace calme qui est, extrêmement important pour les enfants à besoins spécifiques et pour la relation fille-garçon. Une place comme les autres, donc nous, on a la chance de pouvoir travailler, la question de l'inclusivité par le handicap, l'autisme et ici le handicap moteur, une des seules classes qu'on a pu faire, donc on a travaillé là-dessus. Donc madame, c'est bien de jouer avec les filles et les garçons, c'est apprendre à se connaître. Voilà, donc les toilettes, j'aurais pas le temps d'en parler, sauf si vous me posez une question là-dessus. Mais simplement rapidement, s'intéresser à la question des toilettes à travers la question du genre, c'est, montrer à quel point finalement, cette distinction, filles-garçons et femmes-hommes, elle est inopérante dans la majorité des politiques publiques, mais elle est aussi totalement inopérante, dans le cas d'équipements comme les toilettes, par exemple. Ça enferme finalement dans une catégorie qui ne sert à rien, de mettre les filles et les garçons, d'un côté. Ça réduit pas les permet pas de travailler la relation, ça permet pas de lever le tabou des règles, ça permet pas, mais même de manière globale, en fait, la fonctionnalité des toilettes, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que je suis mobile ou pas mobile pour y aller? De quoi j'ai besoin, pour y aller? Est-ce que je suis seule ou est-ce que je suis en famille? Par exemple, pour des toilettes publiques, en fait, c'est beaucoup plus pertinent de faire des toilettes familiales et des toilettes individuelles. Quand vous êtes un père, avec, ou 2 pères ou 2 mères avec un fils ou avec une fille, et cetera. En fait, cette question femme-homme, elle est hyper pénible, en fait, et voilà, et surtout, la question des toilettes, elle, elle met en avant énormément de stéréotypes, dont notamment un des plus frappants, pour nous, hein, quand on a travaillé là-dessus, est la question de la pudeur des garçons et de leur besoin d'intimité qui est complètement nié avec les urinoirs, et on va se rendre compte qu'en fait, en dehors des violences qu'ils peuvent subir dans les blocs non mixtes, les garçons ne vont pas aux toilettes parce qu'ils ne veulent pas être vus. Et donc on va enlever tous les toilettes, tous les urinoirs dans tous les toilettes qu'on va travailler depuis 10 ans, dans tous les collèges qu'on a construits en Gironde, tous les établissements neufs de l'école
l'école, élémentaire en passant par le collège jusqu'au lycée, réhabiliter des cabines, hein, qui garantissent l'intimité, voilà et travailler vraiment sur des choses très, qui permettent qu'on puisse, surveiller les toilettes et qui font confiance à la relation. Peut-être je finirai là-dessus, parce que c'est vraiment important. Au final, tout ça, c'est quand même une question de qu'est-ce qu'on fait du sujet de la confiance ou de la capacité à faire confiance à l'autre, hein, dans l'amitié, dans la relation, mais dans l'entraide aussi, dans la coveillance, des filles et des garçons, et puis faire confiance à la relation fille-garçon. Voilà. Je vous remercie, je suis désolée, j'ai pris un peu de temps, et je suis à votre écoute si vous avez des questions sur les outils et sur ce qu'on peut faire. Voilà. Je reviens vous voir normalement, si j'arrive à enlever mon partage de connexion, voilà. Alors, merci. Voilà, je vous remercie. Je suis allée un peu vite, c'est pas très facile. J'espère que c'était assez visuel, j'allais dire. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très, très intéressante. Donc, on a fait un tour d'horizon sur la construction sociétale de l'enfance, dès l'enfance, de la distinction entre le corps social des femmes et le corps social des garçons, des filles et des garçons, et qu'est-ce que cela donnait en termes de comportement, en termes de forme d'autocensure, en termes de motivation personnelle par rapport au jeu chez les petits-enfants, et surtout la partie méthodologique que je trouve très, très intéressante, c'est l'utilisation de ces dessins, des cartes mentaux chez les enfants qui peuvent être que parlants, et qui sont très, très révélateurs sur qui occupe le centre, qui occupe les marges, qui vraiment profite de l'espace et qui ne le fait pas. Donc, c'était très, très, très intéressant. Alors, maintenant, moi, j'ai deux petites questions, mais je préfère donner la parole aux autres et puis revenir avec mes questions jusqu'à la fin. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, alors, merci beaucoup, hein, vraiment, Edith, c'est vrai que c'est allé, vite, mais, en même temps, c'est très riche et ça donne envie d'approfondir certains points. Moi, ce qui me paraît, essentiel, hein, c'est l'idée que finalement les espaces, sont des lieux sur lesquels on peut agir pour, modifier la société. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des leviers dans l'espace et dans la construction des équipements publics qui, montrent que, si on les étudie bien dans cette perspective, de l'égalité, et ben, on va pouvoir remettre en cause la reproduction Oui, sociale c'est ça. des inégalités et on peut agir dessus, visiblement avec des choses très simples. Et il suffit juste de les regarder, de les étudier. Je dis pas que c'est hyper, facile et que ça saute aux yeux, c'est pas le cas, hein, c'est pas ce que je dis, puisque, c'est l'objet de vos méthodologies, de vos méthodes, depuis des années. Donc, ça prend du temps de faire tout ça, de mettre au point toutes ces méthodes et de se poser la question, mais que c'est possible. Et ça, c'est quand même une grande, un espoir en fait de faire changer les choses. Donc, un grand merci pour ça, aussi. Alors, j'ai pas mal de questions aussi, mais, comme tu nous as tendu la perche sur, les méthodes, moi j'avais une première question sur la méthode qui consiste à discuter avec les élèves, en particulier les garçons en seconde, première au lycée, sur, à partir de cartes, si j'ai bien compris, où il y a des statistiques et où ils doivent raconter ce qu'ils ont compris et comment, Mmh. ce que ça leur inspire, en termes d'inégalités, sur les violences, sur peut-être les inégalités, économiques, enfin voilà. Et j'aimerais, avec toute l'expérience que tu as, que, tu nous donnes quelques éléments, d'expérience qui t'ont marqué sur ces discussions-là et peut-être, un espoir, j'en sais rien, ou au contraire un motif de d'inquiétude pour savoir si, les choses évoluent Mmh. d'après, les observations que tu as pu mener dans les différents projets.
Ça, c'est la Oui, première question. OK, merci Gaëlle. Bon, déjà, oui, sur la question de la reproduction, moi, j'ai l'habitude de dire, en fait, on reproduit pas, on produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, dans ces questions-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même un donc comprendre, consentir, agir, il y a quand même, au départ, un consentement, assez collectif. Alors, hein, du fait que, voilà, ça se passe comme ça, et qu'effectivement, nous, notre premier job, c'est de dire que, bah, pour faire égalité, il faut pas rien faire, tu Mmh. vois? Enfin, ça paraît très bête, mais il faut agir tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut se dire: «OK, j'attaque le truc», et après on fait appel, nous, ce qu'on appelle à l'intelligence des métiers. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des quotidiennetés de vie, hein, un animateur de périsco, comment il bosse, comment s'organise sa journée et cetera. Qu'est-ce qu'il a dans son matos là et on va travailler avec eux des solutions qui seront en capacité de mettre en place. Donc oui, ça change, ça change très vite, en fait. En vrai, c'est assez efficace quand même. Voilà. Mmh. Est-ce que c'est durable? Je sais pas, mais sur le moment, est-ce qu'on se crée des souvenirs ensemble, filles et garçons? Oui. Voilà, bon. Donc ça, c'est bien. Après, le choix qu'on a fait nous, c'est de dire donc oui, il y a la question des outils, des cartes, ce que tu appelles les cartes mentales, enfin, où es-tu? Où tu cours, et cetera. Mais pour nous, en fait, agir, c'est d'abord amener le débat, en fait. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que, nous, quand on commence ces sujets, à l'époque, moi je commence en 2010, on ne parlait pas des cours de récréation. Tu vois? Mmh. Enfin, on rénovait pas les cours de récréation. Après on est passé sur la question avec, les municipales en 2020, sur les cours Oasis et cetera, mais c'est encore autre chose. Tu vois? La végétalisation des espaces de cours, c'est pas la question égalitaire, et nous, Mmh. on a toujours eu le parti pris de dire: «OK», et c'est pour ça que je le dis bien au début de mon travail, mon objectif, moi, c'est celui-là. C'est pas de faire des cours de récréation. D'accord? C'est de travailler la relation fille-garçon. Donc on les interroge là-dessus. Parce que tu peux faire ce que tu veux, en fait, mettre un truc magnifique, et cetera. S'ils ne consentent pas à s'interroger eux-mêmes, à développer l'esprit critique sur pourquoi je me sépare de la moitié de la population, pourquoi je peux dire, quand je pose la question, est-ce que c'est important de passer du temps ensemble, filles et garçons, que je peux avoir une classe de troisième où 100% des élèves me disent non. Comment on en arrive là? Tu vois? Donc oui, on n'est pas je te demande pas si c'est obligé, je te demande si c'est important. Mmh. C'est important. Donc il faut toutes les formules ont été travaillées chez nous. Donc du CP évidemment, à la terminale, tu interroges pas les mêmes choses. Moi, je considère que j'ai affaire à des gens en face de moi qui grandissent et qui sont voilà, avec lesquels on peut aborder, si tu as la majorité sexuelle à 16 ans, tu dois parler du consentement. Voilà, hein. Donc donc quand je leur dis 91 des, victimes d'agressions sexuelles ou j'avais, je sais plus ce que c'est le chiffre qui est effarant, je crois une fille sur 2 n'a pas consenti, voilà, exprime, donc c'est les chiffres du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, ils les ont sous les yeux. OK, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi elles ont pas consenti? À quoi? À manger du chocolat? Voilà, il faut parce que c'est ça qu'on fait pas, hein, quand même, hein. Donc les garçons, il faut aussi faire appel à leur intelligence. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est qu'ils ne débattent pas assez entre eux de ça. Que nous ne protégeons pas ce débat. C'est-à-dire qu'affectivement, nous adultes, nous ne disons pas à nos enfants avec des situations, hein, professionnelles, quand vous êtes maîtresse et que vous interrogez les enfants pour leur dire: «Est-ce que tu manges avec ta camarade? Je comprends pas pourquoi vous jouez pas ensemble à la cour, pourquoi?» Ça veut dire que c'est une préoccupation pour moi. Ça veut dire que moi, en tant qu'adulte, j'en fais un sujet de société. J'en fais un objet, de mon éducation, de ce que je veux transmettre aux enfants. Quand maîtresse a dit. Donc ça, c'est quelque chose de très important, hein, et puis, aussi, sur, voilà, sur, en grandissant, protéger les filles, c'est que les sujets de filles soient des sujets de garçons. Moi, en fait, voilà, quand je suis en classe et que, j'ai essayé qu'ils prennent la parole et cetera, mais c'est une forme, tu pas des filles sur les violences qu'elles subissent, quoi. Tu leur dis pas: «Dis-le à ton camarade», donc c'est compliqué et si elles prennent pas la parole parce que en face de moi, j'ai un tableau d'une salle, par exemple, la question de la parité dans les classes aussi, comment on construit des classes? Comment c'est possible? Comment quand, j'ai une section SECPA, j'ai 2 filles pour, 20 garçons qui sont déjà des populations qui sont ostracisées. Comment je me pose pas la question de l'intégration de mes filles? C'est pas parce que c'est des filles en SECPA, c'est pas parce que c'est des garçons en SECPA, c'est parce qu'elles sont 2. Voilà, Mmh. et c'est tout ça, en fait, qu'on doit travailler. Donc elles prendront pas la parole, d'accord? Et elles prendront pas la parole sur ces sujets parce que c'est trop dangereux pour elles. Par contre, les garçons, ils vont la prendre.
Voilà. Et eux, ils vont parler des sujets des filles. Moi, c'est ça, c'est ma préoccupation sur les tenues vestimentaires, et cetera. Et ensuite, ça produit aussi, ce qu'on sait tous et toutes, bah, ça produit la légitimité de la parole des autres garçons, quoi. Parce qu'au final, en fait, tu as une majorité de gars qui est pas OK avec ce qui se passe. Mmh. Mais eux, jamais on leur dit: «Bah, ce que tu dis, c'est intéressant», tu vois? «Merci d'avoir pris la parole, merci de dire ça, merci». Voilà, moi j'aurais jamais entendu, j'ai honte d'être traitée de fille si je vais jouer avec les filles, si on n'avait pas eu ces débats-là. Les questions, voilà, d'homophobie, les questions, c'est ça quand même, aussi, donc en fait, voilà, donc moi je pense que, si tu veux la question de «Est-ce que ça va mieux?» elle est compliquée parce que d'abord parce que c'est toujours pareil, le contexte des violences ne va pas mieux, Mmh. le contexte international sur ces sujets-là ne va pas mieux. Il y a une régression sur la figure, par exemple, je finirai là-dessus, mais sur la figure, par exemple, des femmes, dans les lieux de prise de décision et de pouvoir, en fait, hein. Il y a de moins en moins de femmes. Il y a une régression sur la figure politique aussi, la figure décisionnelle, et il y a une grande, comment dire? Il y a un repli sur la question masculiniste quand même, hein, chez les Mmh. jeunes garçons, donc voilà. D'accord, merci. Moi, Merci beaucoup. j'ai Il y ici a Je crois Idy. que quelqu'un voulait prendre la parole. Ouais. Mmh. Oui, bon, Idy, la parole est à vous. alors il y a peut-être un problème de micro? Oui, moi, je demandais à ce qu'il réactive ou à ce qu'elle réactive le micro, mais on prendra Laetitia, c'est ça? Ouais. Bah, réactivez s'il vous plaît vos micros pour que qu'on puisse vous entendre. Laetitia ou Idy. Ah, est-ce qu'on n'a pas bloqué les micros, non? Non, c'est pas possible Non, de faire ça? non. Je n'ai rien qui est bloqué ici. Alors sinon, il y a le ch vous pouvez poser une question par écrit si vous n'y arrivez pas et je vais essayer de vous répondre. Non, il y a un chat, non? Oui, il y a un chat, donc C'est Oui, pas ça? oui, oui. j'ai toujours une main levée de Idy, mais enfin, je ne sais pas s'il nous entend ou si elle nous entend. Si vous pouvez Ah, nous faire ça par c'est écrit, ça serait ça y peut-être est, moi ça alors. y est. Ah, super. Mais Ah oui, mince c'était vous. alors, mince alors, je vois il dit ah oui c'est moi, enfin ah c'est Amélie SCC, excusez-moi, je sais pas pourquoi c'est marqué. Ah, Il dit c'est peut-être mon micro alors, d'accord, super. Ah désolée. d'accord, vous Si, merci pour cette belle présentation. Écoutez, moi je suis architecte, du patrimoine aussi et du patrimoine, et ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est, effectivement, cette question, de place, aussi bien de la femme, que de l'homme dans la société ou dans nos espaces, géographiques. Je vais juste vous raconter une anecdote. Moi, j'ai fait un bac, génie civil bâtiment ici en France, et vous amener un peu à ce que je vais vous dire tout de suite. C'est que, quand j'ai voulu faire mon stage, heu, dans un chantier, j'ai pas pu parce que j'étais une femme et c'était en France. C'était il y a 25 ans, peut-être 30 ans même d'ailleurs, et je monte une conférence sur, art et architecture d'Afrique puisque je suis originaire, du continent, et je décide d'aller, sur place pour faire un chantier, et là, je découvre que la place de la femme dans l'organisation spatiale, aussi bien dans l'architecture ou dans la construction, heu, est, heu, est mise en valeur par les hommes. Et c'est-à-dire que les hommes vont construire et les femmes vont prendre
leur relais. Et en fait, moi, l'imaginaire que j'avais eu, cette frustration de pas faire, ce chantier en France parce que, j'étais une femme, je retrouve l'inverse dans un contexte culturel assez fort. Et je me dis, avec tout ce que vous nous dites et avec la société d'aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas arriver dans nos fondamentaux, dans l'organisation spatiale de nos villes, de nos comme c'était avant. C'est-à-dire que le patrimoine architectural et urbain avait des formes, liées, à une organisation sociale. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant, peut-être de revenir aux fondamentaux, je ne sais pas, sur l'architecture vernaculaire, sur, l'organisation spatiale d'avant. Comment nos communautés, aussi bien européennes du monde, organisaient leurs espaces pour qu'il y ait cette parité, cette place des uns et des autres dans cette société et de sa construction. En fait, c'est un peu, et donc moi je mène un travail sur, les femmes bâtisseuses d'Afrique et d'ailleurs, où je vais toujours à la rencontre de ces communautés-là qui encore ont culturellement, ont ce pouvoir parce que, pas ce pouvoir, mais cette analyse, pour moi, c'est une analyse ou alors, c'est une architecture, c'est une organisation spatiale qui aujourd'hui est valable, puisqu'on dit que c'est de l'architecture vernaculaire, mais moi je trouve que c'est une architecture c'est une architecture moderne et qui répond à des problématiques d'aujourd'hui, qui est de dire quelle est la place de l'homme tout simplement dans son espace. Et comment, culturellement, certaines sociétés, nous avons, dans nos communautés, nous avons des sociétés, nomades où c'est la femme qui a le pouvoir et on le sait parce que c'est elle qui construit sa maison, c'est elle qui organise son espace et cetera et que l'homme vient, par exemple, en étranger, pour habiter dans la maison de la femme. Donc toutes ces questions, je pense d'aménagement des espaces aujourd'hui, je pense que peut-être redéfinir ou définir ou interroger aussi ces architectures, ces organisations spatiales dites vernaculaires peuvent peut-être apporter aussi une réponse ou en tout cas avoir une lecture croisée entre ce qui s'est passé avant, comment c'était organisé et pourquoi ça marchait mieux et pourquoi ça marche peut-être mieux dans ces espaces, où la culture, où l'histoire est très forte, donc la place de la culture dans nos sociétés aujourd'hui, pour répondre en fait à ces défis qui est, voilà, la relation homme-femme et cetera. Enfin bon, c'est un peu un sujet, dans lequel je suis, donc je suis en train d'organiser un workshop, sur les femmes bâtisseuses d'Afrique, dans un pays en Côte d'Ivoire et où, dans un petit village où chacun a sa place. Moi, je suis allée sur le terrain, et j'y retourne très bientôt et voir comment l'organisation spatiale de la communauté du village est organisée, quelle est la place de l'homme, quelle est la place de la femme, comment tout ça, ça fonctionne, pour interroger, pour, essayer d'apporter des pistes de réponse à cette société d'aujourd'hui qui est un peu, gros point d'interrogation. Où est-ce qu'on va, quoi? En fait, c'est un peu ça que je voulais partager. Merci. Merci, chère Amélie, pour le partage. Donc, je pense qu'on prendrait la question aussi de Laetitia avant de donner la parole à Edith pour qu'elle réponde aux deux. Ou vous voulez répondre là tout de suite? C'est Non, comme. non, allez-y, allez-y. Donc, et Edith, enfin, pardon, Laetitia, tout à l'heure, elle avait. Oui, oui, bonjour. Désolée, tout à l'heure, j'avais un souci. J'étais connectée avec mon téléphone, mais j'avais un souci de micro et donc je ne pouvais pas parler. Je suis venue sur l'ordinateur, donc ça va beaucoup mieux. Donc, merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé vraiment intéressant. Je n'étais pas tout au début, mais de ce que j'ai suivi, j'ai une interrogation, deux interrogations. La première, je voudrais savoir si, parce que j'ai bien compris qu'Edith, ça fait un petit moment qu'elle mène cette étude, est-ce que les relations entre filles et garçons se détériorent au fil du temps, c'est-à-dire
la maternelle jusque, bon, si on prend ce genre de cas, en fait, la maternelle jusqu'à l'université, est-ce que c'est au fil du temps que ça se détériore, donc suivant, disons, l'âge, l'environnement, la culture et du coup, comment pallier justement à cette détérioration de manière à ce qu'on arrive à peut-être un équilibre? Est-ce qu'il est possible d'avoir un équilibre sociétal justement entre des droits ou, entre hommes et femmes? Et du coup, deuxième question, j'aimerais savoir quel est l'impact de ce genre d'études. Est-ce que du coup, vos résultats, vous les présentez par exemple aux décideurs de manière à ce qu'ils puissent réajuster ce qui a Mmh. réajusté ou pas en fait? Merci. Merci, merci beaucoup, je vais essayer de faire rapidement par rapport, à votre, à la 1re intervention, donc, en fait, juste moi, ce que je comprends, c'est que, enfin, je l'aborde pas de la même manière que vous, hein. Moi, je travaille en France, un tout petit peu en Belgique, en Suisse, donc enfin, je suis sur mon terrain. Par contre, partout, dans le rural, dans l'urbain, dans les quartiers populaires, dans les quartiers bourgeois, je travaille partout, en fait, hein. Depuis 10 ans, je suis allée partout. Donc moi, en tout cas, ce que je comprends sur cette question, de l'urbanisme et c'est que, hem, les femmes, elles portent des femmes, mais beaucoup de femmes, portent en elles une conditionnalité et en fait des questions sociales qui sont dues, aujourd'hui à un état de fait, d'anomalie statistique et de vulnérabilité sociale. Donc, être pauvre, avoir à s'occuper des mômes, être monoparente, être, en articulation des temps sociaux, avoir des horaires décalés, avoir des boulots, peu rémunérés et cetera. Donc en fait, si on s'intéresse pas à elles, en tout cas, on ne travaille pas ces usages-là. Pour moi, en fait, quand je suis sur le terrain, je vais rencontrer les femmes. Voilà, c'est quand on vient me chercher pour travailler, sur la question de l'aménagement des quartiers, sur, la collaboration avec des équipes d'AMO, d'urbanistes, d'architectes et cetera. Moi, je fais un diagnostic, ce que j'appelle du sol et d'usage des femmes. Voilà et je considère que c'est un choix, en fait, hein, parce que faire égalité, c'est aussi, est-ce que c'est faire pour tout le monde? Est-ce que c'est faire pour celles qui en ont le plus besoin? Est-ce que c'est pour faire une société du soin? Hein? C'est ça, en fait, c'est pas tellement les rôles, c'est pas tellement où sont les femmes, où sont, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ai une réalité sociale et de ces quotidiennetés-là, et notamment des quotidiennetés des femmes, est-ce que j'en fais un sujet politique et un sujet urbanistique? Voilà. C'est pour ça, par exemple, que tout bêtement, on aura, travaillé sur des parvis d'écoles élémentaires et maternelles communs parce que c'est hyper, compliqué, voilà. Mais ça dit aussi des choses des solidarités. On aura beaucoup travaillé, on travaille beaucoup les parvis d'école ou à côté et pas la présence des femmes à l'intérieur de l'école, sur leur rôle parental et cetera, mais parce que leur légitimité de sociabilité se fait autour de l'école. Donc comment on les tient? Comment on va les chercher là? Comment on leur dit: «Est-ce que tu resterais un peu plus longtemps? Qu'est-ce qui ferait que tu prendrais du temps pour toi, comment enfin bon et cetera. On a travaillé tout ça, les parcs de jeux et cetera. Donc effectivement, on a l'impression que c'est, leur sujet à elles, mais c'est comme ça et c'est un sujet parent. Du coup, on va tirer des questions qui sont la question de la parentalité, la question des vulnérabilités, la question de la mixité intergénérationnelle, par exemple, c'est elle qui l'apporte, la question du handicap et cetera et on va aménager la ville en fonction de leur regard à elles. Voilà. Donc ça, c'est le choix qu'on fait. Sur la question que vous posez madame, oui, enfin, en tout cas, est-ce que ça se dégrade? Est-ce que mais en tout cas, il y a un processus. Quand dès l'enfance, en fait, vous avez, dans votre relation à l'autre corps social, créé de la distinction, de la séparation, du fantasme, sur qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon, comment sont sales les garçons, comment sont et cetera et bien, c'est un processus qui, qui grandit avec vous, en fait et les filles en particulier, ce qui grandit avec elles, c'est les violences aussi, hein, voilà donc hem, c en fait, le danger quand on aborde ces sujets, en tout cas nous, la manière dont on le fait, c'est que, on ferait porter si vous voulez, finalement à un enfant de 7 ans la capacité de changer une société donc pour nous, c'est non, hein, c'est, la question, sociétale complète, hein, la question structurelle, donc la question des métiers, par exemple, dans mon métier, d'enseignante, d'animateur, périscolaire et cetera. Qu'est-ce que je fais de ces questions des violences? Enfin, nous, on forme aussi là-dessus. Dans l'équipe, qu'est-ce que je fais? Comment je soutiens ma collègue?
sujet, comment ce sujet fait corps professionnel pour moi. Donc comprendre, consentir, agir. Voilà, on fait confiance aussi à ça. Donc effectivement, il faut le travailler, mais c'est pas parce qu'on l'a pas travaillé en maternelle, par exemple, ou que c'est irréversible, quoi. Pour moi, les enfants et la relation à l'autre, elle grandit aussi quand on grandit, c'est-à-dire quand on rentre en sexualité, avant, la question des règles, par exemple, si nous, on travaille sur la question des toilettes mixtes aussi, c'est parce que on considère que la limite du corps de l'autre, hein, et la limite du corps social de l'autre, finalement, elle se joue aussi dans des limites physiques, quoi. C'est-à-dire dans la capacité aussi de rencontrer l'autre dans un espace qui est celui-là, comment je prends soin pour l'autre, je laisse propre, etc. Mais c'est aussi travailler sur les signifiants qu'on envoie à nos enfants tout petits, hein, séparer les filles des garçons en CP dans les toilettes, c'est donner un signifiant très fort de non-mixité. Hein, enfin, dont on ne peut l'interpréter quand on est enfant qu'il y a un danger où c'est pas normal d'être ensemble filles et garçons. Voilà. Et ça, c'est extrêmement problématique. Voilà. Et ça, c'est un choix adulte, du début à la fin. Donc avant de justifier la mixité, etc., il faut qu'ensemble, les pas de côté, on les fasse et on se dise pourquoi, en fait, ça me paraît normal, en fait, quel est le message que je mets dans la séparation des corps physiques à 6 ans. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai aussi pour les sorties scolaires, pour comment vous voulez être amis si vous partagez pas un endroit où dormir, si vous partagez pas la possibilité d'avoir, voilà, la possibilité de faire une classe verte, à 6 ans avec votre camarade ou votre camarade fille, voilà, partager, je sais pas, un dortoir ou ça fait partie de ça aussi l'amitié, hein. Donc c'est des questions fondamentales derrière lesquelles on se cache tout le temps, en fait, et c'est ce qui fait que, au final, on résout pas les problèmes. Parce qu'en vrai, ce qui nous arrive, c'est que dans ce type de posture, et ce qu'on choisit encore de faire aujourd'hui, hein, c'est qu'on est dans l'évitement d'une question. C'est-à-dire qu'on se dit: «OK, j'ai mis les filles d'un côté, les garçons de l'autre, donc il y a pas de violence possible, il y a pas», alors que cette société crée de la violence de manière, intrinsèque et sociétale. Donc en fait, moi aujourd'hui, je dirais pas: «Est-ce que ça se dégrade les relations filles-garçons?» Enfin, déjà, c'est compliqué, hein, moi je fais ce boulot depuis plus de 20 ans, donc voilà. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que se cristallise quelque chose que nous portons sociétalement, hein, qui est aussi la question des postures, quoi. Au final, est-ce que les filles ont encore envie de ça? Je suis pas sûre, vraiment pas. Heu les garçons ne savent plus agir, quoi. Finalement, on ne leur propose pas d'alternative, hein, c'est ça aussi l'esprit critique et la liberté, c'est dire: «J'ai le choix d'être différent, quoi. J'ai le choix de me positionner différemment». On valorise pas non plus ça chez les garçons et donc du coup, on se retrouve quand même, sur des discours enfin, il faut y aller, quoi. Il faut batailler. Moi, je dis, en ce moment, il faut tenir le coup sur ces questions. C'est-à-dire, on a eu un peu une période un peu MeToo, un peu, OK, c'était alors même si ça a toujours été compliqué, mais qui était un peu plus légitime, quoi, c'était plus rigolo de parler de ça à l'école. Ça faisait marrer, quoi, c'est drôle, on pouvait arriver à aujourd'hui, c'est cristallisé, quoi. C'est-à-dire que les féministes, c'est forcément, des filles qui agressent, qui sont violentes contre les hommes, qui veulent prendre leur place et cetera et vous voyez, j'ai j'ai, hem j'ai, j'ai réfléchi, j'ai compris quelque chose il y a peu de temps parce que j'ai regardé, un documentaire très très, enfin, je vous fais ce parallèle parce que je trouve que c'est important parfois de prendre des pas de côté. Un documentaire qui est très violent, qui s'appelle «La haine blanche», hein, qui est sur, la question, des masculinistes, fascistes là, je sais pas comment ça s'appelle là, les nazis, internationaux là, et ce documentaire, il commence par un homme noir qui dit, qui prononce cette phrase qui est extrêmement intéressante et que je la trouve hyper intéressante pour la question aussi du sexisme, qui dit en fait, «Les blancs, ils ont pas peur, qu'on prenne leur place au sens, voyez, qu'on prenne, ce qu'ils ont et cetera. Ils ont peur de prendre notre place». C'est-à-dire d'être à notre place et je trouve que c'est magnifique dans la question du sexisme. En fait, les garçons, ils ont peur de ça.
ils ont peur que, ils puissent aussi avoir, à gérer, des souffrances, qu'ils puissent avoir à gérer, de la quotidienneté, du ménage, de l'articulation des temps sociaux, ils ont peur, aussi qu'on les mette, en situation de vulnérabilité, quoi. Voilà, et c'est ça aujourd'hui qu'on voit. Quand moi, j'entends, un garçon, ils ont peur de subir de la violence aussi, enfin entre eux même, en fait, que d'autres garçons leur fassent subir de la violence, en fait, et ça, c'est très fort, et ça, on le travaille pas, en fait, au final, et je crois que c'est quelque chose, sur lequel il faut absolument qu'on s'attelle, mais il nous faut des hommes. Parce que, on est arrivé, je pense moi, à un moment où les garçons doivent se parler entre eux. Où les hommes, enfin ceux qui sont identifiés comme hommes, hein, mais bon avec des statuts aussi parentaux, avec des statuts aussi d'éducateurs, d'animateurs et cetera, d'enseignants, doivent se positionner en tant qu'hommes sur cette question-là en disant: «Écoute, moi je suis pas d'accord en fait» et voilà, enfin sur, Heu et puis de manière durable, quoi. C'est vrai que nous, le plus dur pour nous, c'est de passer, quoi et de se dire: «OK, donc il faut absolument qu'on ait des adultes avec nous qui comprennent l'argumentaire». Parce que bon, si on est là pour balancer des bombes, on sait que ça sert à rien, en fait. Voilà. Mais parfois, on a du débat. Ça aussi, c'est important. Je pense que le conflit qui s'exprime à ces âges-là, donc de l'enfance parce qu'il y a du conflit, hein, enfin, c'est hyper intéressant parce que forcément, c'est des fantasmes, c'est la perméabilité des mondes sociaux, de sexe, donc il y a du conflit. Les filles, elles en peuvent plus, elles disent qu'elles voudraient autre chose, les garçons, ils disent que de toute façon, elles s'intéressent qu'à leurs cheveux, enfin bref, tout ça, bah, nous, en tant qu'adultes, on agrémente, on cherche, on travaille avec eux les espaces de partage, de négociation et cetera et ça protège de la violence pour moi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut absolument l'expression d'un conflit dans les espaces éducatifs, qui s'engueulent quoi, en fait, qui se disputent, voilà, mais même les garçons entre eux et que les adultes soient là pour protéger ce moment, en fait. C'est pour ça que nous, on débat beaucoup. Parce que débattre, c'est aussi s'énerver quoi, en fait, être pas d'accord quoi. Mais voilà, mais je pense que, je pense que c'est pas une période si facile, en fait et puis, le problème qu'on a, c'est toujours pareil, c'est l'augmentation des violences, en fait. Ça, c'est très problématique au niveau, voyez, sociétal, en fait, en France, de constater encore une augmentation des féminicides, voilà, on a encore des histoires de rappeurs, là, des histoires de enfin, voilà et puis ce qu'il faut qu'on travaille aussi entre nous, c'est, la question de l'argumentaire. Bon, quand on a le positionnement d'une première dame aussi, qui dénigre, le travail, mais ça, c'est important de pouvoir c'est pour ça que je trouve que ces moments-là qu'on a maintenant, ils sont extrêmement importants, en fait. C'est-à-dire comment on fait communauté là-dessus, on n'est pas d'accord, et cetera, mais comment on se porte ces sujets-là, au plus haut avec nos enfants au niveau de l'État et encore une fois, c'est pas pour vendre, le livre, mais on vient d'écrire un livre qui s'appelle «Faire société égale, des outils pour agir» où il y a comment on se positionne au niveau individuel, comment on se positionne au niveau collectif et au niveau politique, quoi. Parce que on a besoin d'une force commune, je crois. Alors c'est peut-être pas la bonne, hein, ce qu'on propose, mais en tout cas, voilà, comment on peut, travailler ensemble, mais je suis plutôt optimiste, mais je me force un peu. Voilà. Je je me force un peu en ce moment. Vraiment, je suis sur 2026 pour moi, c'est tenir le coup, d'accord? Tenir bon, tenir bon, tenir bon. Voilà. Mais bon, on va y arriver. Merci, merci beaucoup pour cet argumentaire qui nous a toutes convaincues d'y adhérer. C'était très intéressant et c'est toujours intéressant de vous écouter défendre tous ces éléments-là. Enfin, nous sommes d'accord, hein, on est tous d'accord. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est d'accord avec ce que vous dites, avec ce plaidoyer. Donc maintenant, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Sinon, je poserai les miennes. J'ai deux petites questions. D'accord. Donc la première, c'est par rapport à, elle fait écho à une remarque que j'observe ici au Maroc par rapport aux aménagements des espaces de sport. Et au début, on faisait des espaces de foot et ça excluait catégoriquement les filles. Mais dès qu'on a commencé à aménager des terrains multisports,
ben, je commence à voir qu'il y a des filles qui jouent au basket, il y a des filles qui jouent au volleyball, etc. Ils commencent à occuper l'espace, à l'investir à des heures tardives, surtout si on a un bon éclairage, etc. Et donc, on a une coexistence des deux. On a et les garçons qui jouent au foot et les filles qui font du basket, etc. Il y a aussi la question du skateboarding, boarding, les espaces du skateboard, etc. Donc, dans quelle mesure, d'après votre travail de terrain, dans quelle mesure l'aménagement multifonctionnel de l'espace peut-il être un outil qui va permettre de réduire un petit peu ces inégalités? Ça d'une part. Et d'autre part, puisqu'on parle d'une génération qui est de plus en plus connectée, donc la question du vidéo gaming se pose, puisque dans le vidéo gaming, Mmh. on est dans un espace virtuel, on n'a pas notre identité réelle, on se crée un avatar et on est en train Mmh. de s'immerger dans un autre environnement. Donc, est-ce que ces enfants avec lesquels vous avez travaillé, ils ont mentionné cet échappatoire qui leur permettra de se sentir moins vulnérables, ou alors des garçons qui vont se sentir un peu plus forts, ou des filles qui vont se cacher derrière un avatar et jouer à des jeux de garçons, etc. Donc, est-ce que le video gaming devient une échappatoire par rapport à toutes ces questions d'inégalité? Voilà. Oh merci, Soukaina, c'est hyper intéressant comme question. Alors déjà, moi, enfin, je suis, fan, j'espère que je suis allée à Fès, mais c'était pour les vacances, donc bon, voilà, j'ai pas passé mon temps à regarder. Puis Fès, c'est particulier, il y a pas de terrain de multisport dans la médina, mais voilà, je serais curieuse d'aller au Maroc parce que, enfin, en tout cas en France, les terrains multisports, ça ne fonctionne pas. Voilà, clairement. Donc si vous avez, un city stade qui a priori est multisport, où on peut faire et du foot et du basket et etc. De toute façon, ne se joue que du foot, hein, parce que la question de la domination et du pouvoir, il est là aussi, hein. C'est absolument pas intergénérationnel petit-grand. Moi, j'entends des trucs de fou, quoi. C'est-à-dire que les petits, maintenant, ils peuvent plus aller au city parce que les grands leur disent de sortir, etc. Bon, bref, c'est tellement prescriptif finalement que quand il n'y a pas ces groupes de garçons dominants, en tout cas, encore une fois, c'est pas tous, hein, c'est certains, et puis qui sont plus ou moins conscients, mais quand même un peu, quand même. Mais il y a quand même une préemption d'espace avec du pouvoir, hein, sur ces espaces-là. Ben, quand ils sont pas là, ben, c'est vide. Du coup, nous, on a aussi renversé finalement la question en allant voir. Ah, vous m'aviez demandé aussi qu'est-ce que je fais pour faire changer les politiques et cetera. Moi, c'est facile, je travaille sur de la commande publique. Donc quand on vient me chercher, c'est pour, que je préconise, et donc, a priori, on suit mes préconisations ou pas, mais en tout cas, je dis ce que j'ai à dire, assez fortement d'ailleurs. Donc, ça permet à ce que, voilà, on puisse, ouvrir ses chakras, et donc souvent, je leur dis: «Bah, regardez, venez avec moi». La plupart du temps, il est vide, ce city. C'est-à-dire les photos qu'on a, nous, de city stade et de terrains multisports, ils sont vides. D'accord? Donc pour moi, c'est de la privatisation d'espace public, mais aussi de la privatisation d'argent public, en fait. À quel moment je dépense, je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros pour qu'il y ait, 3 pelins tondus qui jouent, quand ils en ont envie, et parfois qui font autre chose que jouer. Bon, ça, on l'a pas dit aussi, mais c'est aussi une prise de pouvoir, d'espace, voilà. Et je constate que c'est vide, et non, en fait. Donc nous, en tout cas, en France, ça marche pas. Alors je peux donner une explication. On a travaillé à Poitiers, nous, on a démoli un city, on a construit un espace sportif, hein, c'est pas des balançoires, hein. Moi, je suis d'accord qu'on doit faire du sport, hein. Un espace sportif qu'on appelle inclusif, qui vient d'être inauguré là à Poitiers, il faut que j'aille le voir d'ailleurs. Parce qu'on sort, encore une fois, c'est pour qui on fait, qu'est-ce que ça veut dire faire égalité, et cetera. Donc on sort de la prescription d'usage au sens du sport fédéré. Le problème du sport fédéré, c'est je sais le faire ou je sais pas le faire. Je suis fort en basket, bah, je vais pas jouer avec quelqu'un qui est nul, quoi. Ça m'intéresse pas. Voilà. Je suis fort en foot, je vais pas jouer avec quelqu'un, j'ai pas envie, quoi. En fait, j'ai pas envie de partager, j'ai envie de faire mon foot tranquillou avec mes potes, et puis que ça soit intéressant pour moi, quoi. Voilà, donc je peux pas le dévoyer, donc je mets en scène une force. C'est pour ça qu'on part de cette question-là au départ, et comme en plus la force des garçons est supérieure à celle des filles, bon voilà, j'ai vite fait le tour, quoi. Hein, c'est comme les trucs où je me suspends, faut faire 1,80 m, il faut avoir déjà une muscu de dingo, bon, ça suffit en vrai. Donc il y a aussi cette question de l'équilibre. C'est est-ce que je continue à faire ça? Parce que j'en ai déjà plein partout, un territoire, c'est aussi un territoire d'équilibre, quoi. Par contre, on peut travailler sur la question de apprendre, la question de jouer ensemble avec des vulnérabilités, de prendre soin, de take care de l'autre. Donc c'est pour ça quand vous me posiez la question aussi au départ, est-ce qu'on peut construire une ville sous l'angle de l'usage des femmes? Oui, on construit une ville qui prend soin, en fait. C'est un choix. Au lieu que ça soit une ville performante et où tout le monde enfin pas tout le monde, où on se muscle, et cetera. C'est comme quand on me dit: «Les femmes, ça fait pas de sport». Bah si, ça fait du sport, mais le sport qu'elles font, ça t'intéresse pas en vrai. Voilà, c'est tout.
en fait. Voilà, est-ce que faire de la gym? Est-ce que faire de la marche? Est-ce que faire, du yoga? Ben depuis qu'elles sont petites, c'est ça leur sport, c'est faire de la gym. Donc après tu leur demandes à 50 ans, de faire autre chose. Ben non, elles, ce qu'elles veulent, c'est faire de la gym. Donc est-ce qu'on peut faire de la gym? Est-ce qu'on peut danser? On aurait pu choisir aussi de mettre, des espaces de danse à l'espace public. On l'a pas fait. Donc si, c'est pour tout le monde et que ça marche pour tout le monde, pourquoi on fait pas ça, en fait? Voilà. Donc en tout cas, moi, les cities, ça marche pas. La question, du cyberespace, il faut se méfier, hein, parce que nous, en France, en tout cas, ce qui relève du harcèlement et du cyberharcèlement, du harcèlement sexiste sur les réseaux et sur tous les espaces, et en particulier, c'est parti des espaces de jeux vidéo, hein. Les harcèlements les plus durs, parce que les mecs, ils ont rien d'autre à foutre sur les espaces de chat que de parler, de l'autre qui avait sorti un article ou de voilà, enfin les plus hard. Et l'organisation aussi qu'on appelle des meutes, en fait, masculinistes, elles viennent de là. Et les filles qui jouent aux jeux vidéo, elles se font, parfois, bon, bien sûr, trucs sur le corps, bien sûr, bordel, et cetera, mais aussi elles sont nulles, et cetera, elles sont disqualifiées. Mais elles tiennent. La question de se cacher, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai mené, une expérience, il y a en fin d'année, là, en décembre, j'ai vu, il a été travaillé très sérieusement que l'algorithme, de LinkedIn, là, sur les, réseaux professionnels, lorsque vous étiez un homme, quelle que soit votre compétence, juste un i avec un prénom masculin, vous étiez mais 100 fois, enfin 200 fois, 100 fois plus regardé, votre profil, que si vous étiez une femme experte dans votre domaine, sur, les sujets, voilà, et je m'étais rendu compte que et la Fondation des femmes avait alerté que sur les réseaux, les sujets féministes, enfin même mettre, femmes, Fondation des femmes, sexisme et cetera, vous disparaissiez complètement, des remontées en fait algorithmiques et ça, moi je me suis rendu compte, bon j'ai pas une grosse communauté, hein, mais je communique un peu sur LinkedIn, je me rendais compte que plus personne ne voyait mes posts. Je me suis dit: «Putain, c'est bizarre quand même». Je pensais que c'était ça, aussi. Enfin, que c'était ça, quoi. D'abord, principalement ça et là, je me dis: «Bon, je peux pas changer mon sujet, quoi». Je change, je deviens un homme pendant 15 jours et là, je fais mais quand je dis exploser mes statistiques, j'en ai pleuré, vraiment. Parce qu'en fait, ça montre 2 choses. Ça montre que, d'abord que, il y a un vrai biais, algorithmique, hein, vraiment, de genre. C'est-à-dire quand vous êtes un mec dans n'importe quel espace, vous êtes un i avec un prénom de merde, et ben, on vous écoute plus, on vous voit plus, on vous relaie plus, les gars vous voient plus, enfin la totale. Mais donc ça invisibilise ça quand même, mais ça invisibilise aussi surtout les sujets féministes. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que des femmes qui travaillent là-dessus. Les plus grandes expertes, c'est des femmes scientifiques qui travaillent sur ces questions-là, sur les violences, sur voilà, donc elles, ça invisibilise leurs travaux, elles et le sujet et ça, c'est dangereux. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, j'ai fait exploser mon algorithme, j'ai mis exactement les mêmes posts. Voilà. Donc donc j'ai une courbe qui monte comme ça, je fais plus, enfin 100 fois plus. C'est pas 100, c'est 100 fois plus. Voilà, j'ai 100 vues, j'en ai, 10 000, enfin, voilà, c'est un truc de dingo, quoi. Et donc qu'est-ce que j'ai comme choix? Parce que c'est ça la question fondamentale, elle est: qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que collectivement on est capable de s'organiser? Est-ce qu'on veut que ça soit que des mecs qui se parlent entre eux? On avance masqué, mais du coup on met nos sujets, on fait croire qu'on est des hommes. Donc vous voyez, vous me dites et en même temps, moi je perds mon identité. Voilà et je perds aussi, la visibilité des femmes qui travaillent, qui sont expertes et c'est ce dont je me bats tous les jours pour ça. Donc dans la question des réseaux, des jeux, et cetera, est-ce qu'on devient plus des filles? Est-ce qu'on disparaît en tant que fille? Est-ce qu'on laisse les hommes ou des semblants d'hommes? Parce que les hommes peuvent très bien, eux, se déguiser en filles pour vous harceler, hein, enfin voilà, ou en femme ou et cetera. Mais qu'est-ce qu'on fait nous de cette violence-là, collectivement? Et en fait, voilà, c'est des questions qui sont centrales, qui sont vraiment, oui, se cacher, ne pas être vraiment soi, est-ce que c'est possible déjà? Est-ce qu'il suffit pas juste d'être une femme pour que de toute façon, voilà et puis si on voit bien qu'on subit, qu'avec les filtres, alors elles sont pas elles, mais elles peuvent plus se reproduire dans la réalité. Qui sont-elles vraiment? Que montrent-elles d'elles à ce moment-là? La question de l'injonction des corps est hyper violente. Voilà, effectivement, c'est notre capacité, notre force de savoir jouer que d'avoir une force physique, donc forcément ça a des choses et forcément ça a des choses positives aussi parce que ça crée des
réseaux, ça crée des soutiens, de l'entraide, mais là encore, il manque quand même une prise de conscience collective et un peu taper du poing sur la table, même si ça vient, en disant: «Ça suffit quoi, en fait». D'accord? Si à chaque fois enfin excusez-moi, mais on nous prend et on nous retourne quoi, enfin en nous disant: «OK, c'est bon, c'est le lieu machin» et puis finalement, bah, on va peut-être agir quoi, hein, mais moi je me suis vraiment posé la question. Je me suis demandé si au niveau mondial, il faut pas avoir une action sur LinkedIn et sur les réseaux en ne mettant que du masculin. Est-ce que les hommes sont OK pour ça? Parce que c'est à eux aussi de dire: «OK, ça va pas». Est-ce qu'eux se sont mis en filles pendant cette expérience? Non. Voilà. Est-ce qu'eux, ils ont pris le risque de baisser leur vue, vous voyez ce que je veux dire? En fait, voilà, il y a un moment où ça suffit que ça soit toujours les mêmes, quoi. Mais là encore, j'ai de l'espoir, je suis sûre qu'on va y arriver. Faut qu'on fasse attention aux élections aussi, là. Moi, j'ai pas de parole de bois, je m'en fous, personne ne me paye sauf moi, donc je voilà. D'accord. Merci pour, ces explications. Je pense que Gaëlle, elle voudrait ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup, hein, et Edith. Alors, peut-être revenir sur un élément dont on avait un peu parlé toutes les deux en amont de cette, qui est la question des toilettes, puisque tu as travaillé sur les toilettes, et Mmh. il me semble que c'est un sujet central dans l'organisation des espaces publics. Oui. Et, et donc voilà, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, je Oui, bien suis sûr. Moi, je vais aller rapidement parce qu'en fait, l'avantage du sujet des toilettes, c'est que c'est hyper démonstratif et qu'en 5 minutes, voilà, tu as pas besoin d'écrire un livre sur les toilettes. Donc, mais et puis c'est un sujet que j'aime beaucoup, et c'est très drôle parce qu'en fait, c'est il y a 15 ans quand je commence à travailler là-dessus, et que je fais le pari des toilettes mixtes, mais je m'explique, hein, en fait, hein, c'est vraiment par rapport à tout le travail que j'ai eu aussi sur la question de la relation, parce que je me suis dit: «Je peux pas céder, en même temps, je prends un risque, je le sais, donc je me sécurise, quoi». C'est-à-dire je me dis: «Écoute Edith, est-ce que tu es bien sûre de ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière?» et cetera. Bon voilà. Mais surtout, je prends surtout le risque de me faire claquer la porte au nez sur, l'ensemble des endroits où je toque à la porte. Voilà, bon ça parce que, c'était le tabou ultime, les toilettes mixtes, vraiment, c'est d'ailleurs c'est vraiment l'ultime aussi, enfin ça et la robe, enfin bon, des tenues vestimentaires de merde où tu te dis: «Mais à quel moment on en est encore là?» mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que finalement tout ce qui est pas inscrit dans la loi, c'est-à-dire, tu vois? Qui est pas, ou qui n'a rien à voir avec une question naturelle. Il y en a pas beaucoup des questions de distinction naturelle entre les femmes et les hommes. Il y a les règles, tu vois? Enfin bon, tout ce qui n'est pas de relève pas de ça et qui tient encore, c'est que vraiment c'est, la chose qui tient le système. Et donc en fait, les toilettes, pourquoi on travaille sur les toilettes? Je vais pas dire que je me suis levée un matin, je me suis dit: «Oh là là, c'est le truc, c'est trop le truc génial à travailler et tout». Non, c'est juste parce qu'on est sur des écoles et que dans les écoles, il y a des toilettes. Voilà. Et quand tu travailles avec des enfants sur leur espace de vie et que tu leur dis machin, bah, dans la cour ou quand tu les fais dessiner, dessine des toilettes. Tu dis: «Ah putain, mais c'est vrai, il y a des toilettes». Voilà. Et donc, et tu vas voir et là d'abord tu constates l'ampleur du phénomène, quoi. Et là tu te dis: «Comment c'est possible?» Parce que moi je veux bien qu'il y ait des sujets comme ça sur lesquels on se dise: «Oui, mais bon, là, ça fait des années qu'on se traîne le truc». Moi quand je commence à m'attaquer à ça, je me dis: «Putain, c'est juste un manque de bon sens». Et donc on s'est cogné des cystites, des humiliations, des trucs: «Je peux pas jouer parce que j'ai envie de faire pipi, j'apprends pas parce que j'ai envie de faire pipi, je vais pas boire, parce que si jamais je bois à la cantine, je vais avoir envie de faire pipi». Enfin, mais des charges mentales de barjots. Et on fait faire un sondage. Je dis aussi que j'ai travaillé sur les toilettes parce que le privé est venu me chercher. Je le dis parce que c'est pas du tout le public. C'est-à-dire que moi, je peux travailler sur les toilettes. Alors par contre, comme j'ai la maîtrise du travail que je fais, j'ai dit: «OK, il y a pas de problème». J'ai vu le truc. J'ai dit: «Par contre, c'est moi qui bosse, hein». Donc je fais mes diagnostics, je fais mes questionnaires, je fais mes trucs, voilà. Et puis vous attendez un peu pour avoir les résultats, mais c'est hyper expérimental au niveau national et même international. On a été récompensés pour ça, pour mettre de l'expertise finalement dans un domaine, privé, mais enfin, tu vois? Enfin, sur un truc social aussi, en fait. Moi, je les ai amenés là-dessus, quoi.
Et donc, j'ai pu faire des questionnaires. Je faisais passer les questionnaires aux enfants. Pourquoi tu vas pas trucs sociaux un peu, hein, quand même. Voilà, tu y vas où? À quel moment? Est-ce que tu te retiens? Est-ce que tu y vas à chaque fois que tu en as envie? Et cetera. Enfin bref, des trucs un peu chiadés quand même. Et on a travaillé avec, Harris Interactive pour faire un baromètre de l'usage des toilettes. Tous les ans, donc de 2019 à 2023, je crois, à l'o à l'occasion de la journée mondiale des toilettes. Donc je savais même pas que ça existait, hein, mais bon, ça existe puisque je travaille sur ce truc privé là, donc voilà. Hem On se rend compte que 8 enfants sur 10 s'empêchent d'aller aux toilettes. Et là, moi, j'ai une première alerte. C'est-à-dire 8 enfants sur 10 se retiennent et 1 sur 2 n'y va jamais. Et moi, dans ma tête, tout de suite, j'ai une alerte et je me dis: «La proportion fait que forcément, ça n'a rien à voir avec la non-mixité». Tu vois? C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le fait que je vais pas aux toilettes parce que j'ai peur de rencontrer un garçon quand je suis une fille ou j'ai peur de rencontrer, une fille quand je suis un garçon. Puisque les toilettes sont majoritairement non mixtes quand je commence en 2010, tu vois? Et partout, de l'élémentaire, jusqu'au collège, jusqu'à tout ce que tu veux. Donc là, déjà, je me dis: «Tiens, c'est bizarre cette histoire, c'est vrai, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Et donc là, ben là, il se passe que c'est des enfants et que comme les architectes qui, eux, sont des adultes, hommes, se sont dit: «Les chiottes, rien à branler». Voilà, donc j'ai construit des merdes et je continue à construire des mais c'est ça, hein, des couloirs, des coupes-gorge, des trucs où c'est pas fermé en haut et en bas, où, je mets des urinoirs, hein. Là, encore une fois, parce que quand j'arrive sur le département des Hauts-de-Seine et que je leur dis: «Va falloir enlever tous les urinoirs», les gars, ils me disent: «Moi vivant, jamais». Bah, j'ai dit: «Bah, alors on va argumenter». Voilà. Mais parce que j'ai le terrain, parce que j'ai des verbatims d'enfants, parce que j'ai des, trucs, voilà. Et donc en fait, ils ont peur d'être regardés, ils ont peur d'être enfermés, ils ont peur de rester enfermés, hem Heu et heu et voilà quoi et parce que les toilettes, c'est le lieu de refuge des filles, je m'en rends compte aussi tout de suite et que la société est tout à fait OK pour que les filles fassent sociabilité aux toilettes quoi, tu vois? Donc sauf que, bah, elles font sociabilité aux toilettes, donc ça, c'est impossible. Enfin, humainement, c'est juste impossible. Mais en plus, du coup, c'est les grandes, du coup, elles empêchent les petites, du coup, c'est mal conçu, donc elles peuvent pas y aller, du coup, elles ont peur et cetera. Enfin bon, finalement, quand on fait le tour de la question, on se dit que c'est un problème structurel, bâtimentaire. Donc ça, ben, il faut arrêter de faire des comme les city-stades, il faut arrêter de faire n'importe quoi, déjà, premièrement. Et qu'ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que les enfants, ils ont peur des grands. Et que là aussi, si tu veux, quand je réfléchis, je me dis: un corps de CP, un corps de CM2, walou. Tu vois? Ça fait quand même 5 ans de différence. Les minots, quand tu les vois arriver, de l'école maternelle, tu te dis: «OK, d'accord, voilà, avec un espèce parce qu'ils commencent à grandir quand même, hein. Là, à 11-12 ans ou 10-11 ans, tu as des gars et des filles aussi qui font, 2 m quoi, hein, en CM2. Là, tu es là: «Ah, ça va pas être possible» et alors, bien sûr, le collège, parce que là, entre la sixième et la troisième, là, c'est, si tu veux, c'est une vie, quoi, une vie. En termes de puberté, en termes de là, c'est pas tellement physiquement, ils grandissent aussi un peu, mais alors c'est que dans leur tête, c'est plus les mêmes, quoi. C'est-à-dire que même toi, tu vois, quand tu vas amener ton gamin, en sixième et que tu vois les troisièmes, tu te dis: «Mais moi jamais il va devenir comme ça» et après tu dis: «Ah beh si, il est devenu comme ça». Bon d'accord. Bon et donc il y a ça et donc et eux aussi en fait, ils nous disent: «Moi en fait, j'y vais pas parce que j'ai peur des rangs tout simplement quoi». Donc je me dis: «Bah, peut-être qu'on pourrait faire des blocs petits et des blocs grands», tu vois? Peut-être, je ne sais pas. Voilà et après je fouille la cause aussi. Parce que en fait, même moi, j'ai mis du temps. C'est-à-dire qu'au départ, je justifiais la mixité. J'étais là et je disais: «Oui, mais parce que machin, voilà» et puis donc en fait, on se rend compte aussi que le problème, c'était le problème de surveillance qui était irrésoluble. Parce que si tu veux, quand tu fais des blocs où tu peux pas regarder à l'intérieur ce qui se passe, comment tu les surveilles? Donc là, on est sur la sociologie de base, hein, sur, voilà, l'interaction, sur Becker, on peut pas me dire, que je fais une bêtise, donc j'en fais. Bon, ben voilà, tout le monde n'en fait pas. Mais c'était ça en fait, c'est ce qu'on appelle l'impunité, c'est-à-dire que je peux pas être punie. Donc bah, écoute, je vais un peu me lâcher en fait. Pas tous, hein, mais c'est le premier lieu de harcèlement scolaire en fait. Toutes les études le montrent et là je me dis: «C'est pas possible qu'on ait attendu autant de temps pour voir ça, quoi». Donc en fait, on va et puis après on va travailler un peu plus finement avec les services techniques sur ce qu'on appelle nous les fonctionnalités, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les toilettes, c'est aller aux toilettes bien sûr, faire ses besoins,
se laver les mains, boire, donc tu peux externaliser l'eau. On se rend compte aussi que c'est sale parce qu'évidemment, donc on peut pas surveiller, mais en plus, ils jouent avec le papier, le mouillent, le bordel. Donc déjà, si tu mets l'eau à l'extérieur, bah, si tu veux, il faut que tu sortes avec ton papier, que tu le mouilles, que tu re-rentres et que tu le colles au plafond. Bon, tu vois, on est sur des trucs vraiment de base, quoi. Et en fait, on se rend compte que, bah, la mixité aux toilettes, d'abord, bah, forcément, ça fait moins de monde aux toilettes et moins de problèmes parce qu'on est quand même sur le fantasme des corps sociaux de sexe, d'accord? On est aussi sur ça se fait pas. Donc ça se fait pas, donc je le fais pas. C'est-à-dire ça ne se fait pas, voilà, de regarder quand, voilà, il y a des filles, et cetera. Ça se fait pas de rester aux toilettes filles et garçons, mais pourquoi pas, hein, parce que c'est pas des lieux de sociabilité non plus. Après, nous, on a travaillé aussi ce qu'on appelle, la perméabilité à l'espace de course, c'est-à-dire faire une offre à la cour. Parce que bon, si tu veux, les filles, on peut leur dire: «Dégage les toilettes», mais bon, au bout d'un moment, elles te disent: «OK, tu es sympa, mais moi, j'aimerais bien un tout petit peu, hein, un tout petit peu avoir un endroit à moi». Donc tu leur proposes à la cour. Voilà, évidemment. Il faut travailler sur ces choses-là et après, ça donne, si ça vous intéresse vraiment, je vous donnerai des liens, notamment une vidéo qui a été et donc du coup, on a construit les 14 nouveaux collèges girondins avec des toilettes, alors qu'on appelle neutres, nous, hein, et donc possiblement mixtes quand on sera prêt. Et moi, j'ai dit aux architectes, je reprends ce que j'ai dit au début, j'ai le droit, je veux, je rends possible. Vous rendez possible l'exercice d'une mixité aux toilettes. Voilà. Ça veut dire que vous construisez des blocs. Voilà. Et par exemple, il y avait aussi, je me rappelle, parce que les techniciens sont très forts, c'est des hommes en plus, hein, qui construisent ou qui réparent les toilettes et tout. Et donc il me disait toujours: «Ouais, mais bon, non, on peut pas parce que, ça va nous enlever des linéaires. Si on enlève les urinoirs, on enlève des linéaires pour aller faire pipi». D'accord? Je dis: «OK, il y a pas de problème». Alors j'ai dit: «Mais par contre, je vais vous montrer les linéaires que vous avez pour les filles. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire exactement le même bloc pour les garçons». Ça avait été posé, on a réussi à poser cette question au Sénat et à l'Assemblée nationale. Sénateur qui dit: «Ah oui, mais moi, il est hors de question là, quand on va à la buvette ou quand on va aux toilettes que j'attende, si on m'enlève les urinoirs, il va falloir que j'attende». J'ai dit: «Ouais, mais vous allez apprendre à attendre, en fait». Parce qu'en fait, dans l'idée, c'est que les garçons, ils ont pas besoin d'attendre. Donc toi, tu te cognes à attendre, d'accord, parce qu'on t'a pas mis assez de cabines. C'est ça, en fait. Voilà. Mais eux, tu leur enlèves 2 urinoirs, ils ont voilà, au lieu d'avoir cinq urinoirs, ils ont 2 cabines et on te dit: «Il va falloir qu'ils attendent». Bah oui, voilà. Parce que les garçons, ça peut apprendre à attendre. Voilà et donc du coup, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a travaillé, les miroirs, que des miroirs dans les toilettes des filles. La première fois que je fais un colloque avec, la ville de Paris là-dessus, pareil, les archis, urbanistes et tout, il y a toujours un, qui lève le doigt qui dit: «Ouais, j'ai trouvé un truc moi, j'ai trouvé un truc inégalitaire». Je dis: «Oui, bien sûr monsieur, allez-y, oui, il y a pas de miroir dans les toilettes des garçons». Bah, j'ai dit: «Non, le truc inégalitaire, c'est qu'il y ait des miroirs dans les toilettes des filles». Je vous explique là, l'injonction au stéréotype. Donc les filles, elles ont besoin de miroirs, absolument pas. Personne n'a besoin de miroir quand on va au collège. Tu as besoin de miroir quand tu te coiffes, quand tu vas sortir, quand tu te prépares, donc bon, ben voilà, mais pas quand tu es au collège. Quand tu es au collège, tu rigoles, tu fais pipi, tu joues, tu travailles, tu vois? Tu te coiffes pas, en fait, voilà. Donc ça fait polémique, hein, les gamines et tout, ça râle, hein. Mais il faut discuter avec elles de ça. Je dis: «Attends, tu peux pas te plaindre que, toutes les 5 minutes, on t'arrête dans la rue sur ta tenue vestimentaire et tout ça, puis me dire que tu as besoin de te recoiffer». Donc non, en fait, voilà. Bah, c'est le choix qu'on fait nous en tant qu'adultes pour toi, voilà. Et voilà et donc du coup, les toilettes au final, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, on écoute les sujets, d'accord? On écoute les enfants et l'évaluation, c'est zéro retour sur les toilettes mixtes, zéro. 0 et moi, la chance que j'ai eue, c'est le covid. Parce que le covid, si tu veux, dans les écoles élémentaires, ils avaient zéro choix. Il fallait pas qu'ils se mélangent les mômes. Donc là, c'était même pas adapté les blocs et c'était hyper bien parce que moi j'ai pu faire des questionnaires avec des gamins qui allaient en mixité dans les toilettes avec des urinoirs et je leur disais: «Bah, comment ça se passe?» tu vois? Enfin, c'était hyper intéressant au final et sauf que j'ai encore fait un truc là-dessus avec l'éducation nationale là en début d'année et où ils m'ont dit: «C'était super, ça marchait très bien, on avait fait toilettes petit grand», puisqu'il fallait pas qu'ils se mélangent par groupe d'âge là, tu sais? Ils étaient tous ensemble et beh, covid arrêté, ils sont revenus dessus, elles sont revenues dessus. Pourquoi? Pas d'analyse. Non, ça marchait super bien, mais on revient dessus. Bah non, en fait, voilà. Donc c'est voilà, donc c'est ça, en fait, sur les toilettes, ce que je pourrais dire, c'est briser l'impunité et garantir l'intimité. Ça, c'est quelque chose d'une décence humaine et une dignité, parce que c'était alors les toilettes, c'est indigne pour les jeunes et c'est indigne pour les dames qui nettoient quand même, d'accord? Parce que là, il y a des métiers qui souffrent plus que d'autres quand même.
à l'école. Et donc j'ai amené aussi les enseignants voir les toilettes. En collège, tu peux avoir des enseignants qui sont jamais allés voir les toilettes des jeunes. Ils savent même pas où elles sont. Donc c'est pas grave, mais bon quand même. D'accord, donc merci pour, ces éclaircissements à propos des Je vous en toilettes. prie. Moi, je voulais rajouter, sur la question des toilettes, enfin, pas par rapport aux enfants, mais par rapport aux adultes, c'est que nous, architectes, on fait toujours, l'erreur de dimensionner les toilettes pour un usage d'une seule personne à la fois. Or que dans la logique du genre, eh ben, il vaut mieux prévoir l'usage de 2 personnes simultanées dans la même cabine de toilette, au cas où on a une maman avec un enfant qui a besoin d'assistance, une personne âgée qui a besoin d'assistance, et cetera. Donc on fait finalement des cabines de toilette qui sont, dimensionnées et destinées à l'usage d'un homme valide. Il n'a pas besoin d'assistance, il a besoin de Oui, c'est personnes vrai. pour utiliser les toilettes. Et il y a aussi la question des espaces à langer qu'on va pas trouver partout, hein. Il faut toujours imaginer qu'on a une maman avec un enfant, il a besoin de le changer, il a besoin de le calmer, il a besoin peut-être des espaces d'allaitement quelque part, hein, pas uniquement les espaces à langer. Et donc la question des toilettes, c'est vrai qu'elle est très 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 intéressante. Et voilà. Donc Nous, on a construit une piscine comme ça à Lormont dans un quartier populaire. Je le dis parce que souvent aussi on est sur des trucs où en fait avec l'architecte on a conçu la piscine que sur les usages. Donc il y a aucune distinction femmes-hommes et filles-garçons, mais il y a est-ce que je viens en famille? Comment je pose mon bébé quand je fais les bébés nageurs? Comment je vais aux toilettes quand j'ai un bébé? Comment je voilà, en fait tout ça et tous les espaces ils ont été conçus. Alors aussi, voilà, comment, je me douche, je montre mon dos, comment je peux me doucher en famille aussi. Faire les petites douches là où on est tous ensemble, à la piscine, voilà comment on travaille, heu et c'est aussi le pari, même si ça paraît compliqué, mais c'est aussi le pari de prendre soin de l'autre, quoi. Si je vois des comportements déplacés dans ces espaces-là, comment j'agis? Comment voilà, parce que c'est pas en privatisant un espace de voilà, femmes-hommes ou de cabine qu'on lutte contre les violences faites aux enfants, voilà, l'inceste et tout quoi, en fait, en vrai. Donc ni même les violences, faites aux jeunes filles ou entre adultes, hein. Enfin, un espace, familial, des vestiaires familiaux, c'est aussi voir comment la famille se comporte, voilà et donc ça aussi, c'est un pari sociétal, mais moi, je suis d'accord. En fait, c'est pour ça que je disais au départ, parfois, la catégorie filles, garçons et femmes-hommes, mais souvent, hein, pour moi, elle est inopérante dans quasiment tout, mais même de manière stratégique et efficiente dans l'urbanisme, par exemple. Voilà et vous l'avez très bien dit, les toilettes, c'est est-ce que, voilà, j'ai besoin de changer? Parce que c'est un empêchement à être dans un espace. Si vous n'avez pas de toilette, vous pouvez pas rester plus de 2 heures, ni vous, ni, les filles qui ont leurs règles, ni les enfants, ni, les personnes âgées, ni personne quoi, en fait. Sauf un seul, genre, de mec quoi, en fait, voilà, qui peut, se débrouiller avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment, qui est central et encore une fois qui montre nos résistances quoi, notre incapacité à sortir de ce système quoi. Voilà. bah, l'échange a été très 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 riche, très fructueux, que on a envie de l'allonger encore plus et de continuer à vous écouter parler de l'ensemble de vos expériences. Donc, je fais juste le tour pour voir s'il y a quelqu'un qui a encore une question pour ne pas empiéter sur les emplois du temps des uns et des autres. Mais sinon, on est arrivé à 16 heures, donc on a rempli nos 2 heures full avec la joie et la bonne humeur en découvrant un petit peu le monde des enfants. Et donc, si quelqu'un a encore une question, une réflexion avant de clore. Bon, on en a évidemment plein dans dans nos têtes, mais moi je voulais juste dire aussi que en France il y a des toilettes dans les écoles, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas de toilettes Oui, dans les écoles et que cette distinction de l'usage est encore plus importante et l'impact de l'absence de toilettes peut être encore plus décisive dans poursuivre les scolarités et le fait et l'accès des femmes aux espaces publics de manière très générale aussi. Quand il n'y a pas de toilettes publiques accessibles, bah, c'est encore plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Donc, au-delà des écoles, bien entendu, mais tu l'as dit aussi, tu as fini là-dessus, on ne peut pas rester dans un espace plus de 2 heures ou à peu près, quoi, en moyenne, oui, s'il n'y a pas de toilette. Donc c'est vrai dans le monde entier, puisque on a ça de commun que il y a certains besoins naturels.
et que là-dessus, sous le prétexte que ce sont des sujets dont on ne parle pas, eh bien, il y a plein d'inadéquations dans l'organisation Tout de à nos fait. espaces. Donc voilà, je voulais juste dire qu'on n'oubliait pas ces espaces-là aussi, où l'absence de toilettes provoque aussi vraiment de très nombreux problèmes, quoi. Au-delà des problèmes que des toilettes mal conçues euh, peuvent provoquer aussi. Oui, et qui sont, tu vois, moi j'avais vu dans le bâtiment, par exemple, là, c'est aussi un refus à la mixité, hein, mais c'est aussi comme ça pose aussi quand même la question de la dignité des hommes, hein, parce que, enfin, je veux dire, enfin, j'ai vu des choses dures, hein. Moi, j'ai été sur des chantiers où les hommes, il faut aussi qu'ils aillent aux toilettes, hein. Enfin, Ben oui, bien sûr, donc ils en ont pas parce qu'on considère que, voilà, mais du coup, on peut pas mettre de femmes parce qu'il y a pas de toilettes, hein, parce qu'ils installent pas toujours des toilettes, hein, mais en France, hein, je te parle. Mais du coup, il faut quand même qu'ils aillent quelque part. Enfin bref. Donc, effectivement, c'est ces biais-là aussi qui sont de dire: «Oui, bah, les hommes, il y a pas de problème, ils ont pas besoin de toilettes» et c'est pour ça que c'est pas besoin qu'on en mette et cetera, ce qui est faux, complètement faux. bien sûr. Bon. Bien sûr. Enfin, en tout cas, sur ça, comme sur tout le reste, il y a encore beaucoup à faire et je crois que tu nous as beaucoup aidé à avancer dans la réflexion. Donc, pour ma part, un grand, grand merci et voilà, c'était très intéressant. Très Merci intéressant. à eux pour Merci. cette belle invitation et puis bonne continuation et puis, au plaisir de se retrouver, j'allais dire dans des espaces, communs sur ces sujets, quoi. Voilà, continuons à les porter, à organiser des colloques, à taper du poing sur la table et à être ensemble, quoi. Voilà. Absolument, Merci, merci absolument. Merci. pour cette belle Merci présentation. beaucoup. Merci. Merci Merci beaucoup. Soukaina pour cette modération. Merci beaucoup. Merci Gaëlle pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Au Merci à vous revoir. toutes.